à cette conférence qui est organisée par l'Observatoire zététique. Je vais peut-être juste vous rappeler un petit peu l'historique de la venue de Pierre Delporte ici aujourd'hui. Il s'agit d'un événement, en tout cas pour moi, moins du moins pour certains d'entre nous. À la fac de Grenoble, il y a 2 ans, 1 an et demi à peu près, il y a une table ronde qui a été organisée et qui a été phagocytée par un groupe qui s'appelle l'Université interdisciplinaire de Paris, dont l'objectif est de réconcilier science et religion. Il s'avère que tous les membres de cette table ronde, y compris le modérateur, faisaient partie de cette association, et suite à quelques courriers adressés à la fac, elle a été annulée. Les questions qui sont soulevées par cette annulation méritent peut-être d'être éclaircies. Je pense que Pierre reviendra sur la question. Et elle pose directement le problème des limites de la science et qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cadre de la science, qu'est-ce qu'on en exclut, où sont les frontières, s'il est possible de parler de frontières. Deuxième histoire, au Festival du film scientifique de Moulins, il y a de cela 1 an, un film a été programmé qui s'appelait Homo sapiens, et qui parlait de la thèse d'une chercheuse qui s'appelle Anne Danguécourt-Malassé. Et c'était une thèse qui fait plus que polémique, puisque c'est plus un scénario qu'une théorie. Et suite encore à des courriers qui avaient été adressés de réclamation, cette diffusion a été annulée. Et le film a été décommandé. Il était passé sur Arte auparavant et avait suscité énormément d'émoi. Et là encore, la question se posait de savoir quelles étaient les limites de la science, étant donné que les thèses qui étaient défendues par cette dame et par les gens du l'UP et par d'autres gens sont des thèses de type intrusive, au sens où des gens essayent de voir, dans la science actuelle et dans les recherches qui sont faites, essayer d'avoir une lecture à rebours de la science, de façon à y voir souvent une volonté de type parfois religieuse, de type parfois téléologique. Disons que certains y voient une sorte de volonté, transcendante qui guiderait l'humanité vers un état presque parfait, on peut le voir ici. Je parle moins pour c'est actuellement l'aboutissement de l'évolution. L'orditorat et l'orditorat également, mais ça, on n'a pas vu la vie. En l'espace de 3 ans, de 4 ans, 2 livres sont sortis qui ont été pour moi, en tout cas pour moi, des révélations. Moi, je suis physicien chimiste, je finis ma thèse ici. Et c'était l'occasion pour moi de comprendre ce qu'étaient des intrusions spiritualistes. Donc 2 bouquins qui sont des éditions Silex. Un qui s'appelle Intrusion spiritualiste et imposture intellectuelle en sciences. Et un autre qui s'appelle Les matérialismes et leurs détracteurs. Et dans les deux, Pierre Delporte a commis des articles qui sont absolument revigorants. Et j'espère qu'il y aura l'occasion de donner quelques pistes de lecture. Alors, Pierre Delporte, il est éthologiste. Je sais qu'on dit éthologue, en fait, c'est pas si simple que ça. Je n'avise pas l'idée alors il vous dire que c'est un spécialiste du comportement social des blattes. Et il a réussi à le faire vibrer dans la meilleure tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui, au travers de ses recherches en systématique et sur la biologie évolutive, a beaucoup creusé les questions de philosophie des sciences. Et c'est un des meilleurs interlocuteurs qu'on puisse avoir sur les limites de la science telles qu'elles peuvent se penser en ce début du XXIe siècle. Alors, je vais essayer de la faire à Pierre, et puis les chartes de recherche, je l'ai pas dit. Voilà. Alors, à l'université de Rennes, je suis basé dans un laboratoire de terrain qui s'appelle la station biologique de Paimpont, au milieu de la forêt de Brocéliande. Déjà, ésotérique, pour ceux qui connaissent. Bien. Je ne sais pas si je suis le meilleur interlocuteur, en tout cas, j'ai essayé de. Il est clair dans cette présentation que je ne suis pas un philosophe professionnel et je ne suis pas arrivé à la philosophie des sciences, même à la philosophie par un parcours académique. Et si on en croit par exemple le philosophe Mario Bunge, dont je m'inspire beaucoup, j'ai écrit un article sur sa philosophie, notamment dans le dernier ouvrage, peut-être que c'est pas plus mal que d'avoir un point de vue relativement indépendant par rapport à ces questions. En tout cas, le fait est que les hasards de l'évolution de mes thèmes de recherche m'ont amené dans un domaine, aussi bien en éthologie que surtout en systématique et en biologie évolutive et pour les approches historiques en sciences, reconstitution de la phylogénie, l'histoire du vivant. Je me suis heurté à des polémiques de nature philosophique.
des chercheurs, pas si nombreux que ça, qui se posaient des questions philosophiques sur leur démarche. Ils se posaient la question, est-ce que ce qu'on fait là, c'est bien de la science? Est-ce que c'est bien de la science dure, ou qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment faut-il faire pour qu'on fasse de la bonne science? Notamment avec une référence généralisée au philosophe Karl Popper, peut-être parce que c'est un philosophe facile à lire, donc les scientifiques l'abordent facilement. On pourra revenir, je ne vais pas développer sur Popper, on pourra revenir en discussion, en question. On l'évoquera à certains moments. Donc voilà un peu comment j'y suis arrivé. Et puis, et par hasard, en cherchant de la philosophie des sciences, j'ai trouvé de l'ontologie, c'est de la philosophie générale, et de la philosophie matérialiste. Et en creusant la question de la science, de ce que c'est que la science ou pas la science, qui était en débat dans le domaine de recherche, eh bien, j'ai dû aller essayer de me faire mon idée sur ce que ça peut être que la science. Je commencerai par là. Comment est-ce qu'on peut définir la science? Et ça va nous amener à la philosophie. Définir la science, eh bien, oui, quelque chose que je voulais dire, des promis de dire avant de commencer. Si je dis des choses que vous ne comprenez pas, interrompez-moi. C'est assez zététique, ça, non? Interrompez-moi, parce que si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est ma faute. Maintenant, si vous ne le dites pas, c'est votre faute. Pour faire une imposture intellectuelle, il faut être deux. Il faut que moi, consciemment ou par maladresse, j'emploie un jargon incompréhensible, il faut que vous acceptiez de faire comme si vous aviez compris. Donc je compte sur vous pour m'interrompre. Ça ne veut pas dire que j'essaierai de ne pas m'écarter du débat, je ne développerai pas, mais interrompez-moi si vous ne comprenez pas. Ça me fera du bien aussi. Bien. Définir la science. Je vais poser, droit au but, une tentative, mais vraiment en amateur, plus ou moins éclairé. La science, je la définirais comme une démarche dont le but c'est l'explication du monde réel, matériel, et une démarche qui se dit, qui se veut rationaliste, matérialiste et antidogmatique. C'est-à-dire que je caractérise la science par sa méthode. J'essaie de la caractériser, de la définir par sa méthode. Notamment, ça intègre le refus de la cohérence logique et le refus de l'avis d'autorité. C'est pas ceux qui parlent plus fort qui a raison, c'est pas les plus nombreux qui ont raison. Là, j'aime bien une phrase d'un collègue systématicien, la science n'est pas une démocratie. On peut avoir raison tout seul, c'est parfois dur de faire passer votre point de vue. Mais la règle du jeu veut que si vous avez raison tout seul, vous pouvez essayer d'en convaincre vos collègues qui doit être ouvert à a priori ouvert à la discussion et à écouter votre argumentation. Bon, ça c'est assez vague, assez général, mais je pose cette définition, même si les théories scientifiques sont inachevées, et largement, même si la science n'a pas encore de théorie cohérente pour parler de l'univers, bon, même s'il y a beaucoup de choses inexpliquées, mais c'est la préférence de ces tentatives d'explication rationaliste et matérialiste dans ces règles du jeu, la préférence de cette démarche par rapport à l'irrationalisme, par rapport au dogmatisme. Même si la société influence la science, c'est un problème, les scientifiques ne sont pas des anges qui se baladent en dehors de leur contexte social, donc même avoir le droit ou les moyens de développer certains thèmes de recherche, c'est sous contrainte sociale. Malgré tout cela, je pense qu'on peut, pour pouvoir en parler, il faut définir les choses pour pouvoir en parler. Ça rejoint que je pourrais développer en systématique, c'est mon valeur, mais je ne peux pas le faire là-dessus. Mais simplement, on ne peut pas discuter entre nous si on ne définit pas nos termes. Donc, ça peut paraître choquant que je pose la science par définition, mais je ne crois pas que la science se définira par elle-même. Je ne crois pas que les scientifiques sont un ensemble d'individus et leurs activités sont là, toutes évidentes devant nos yeux. Pas plus que, par exemple, dans le règne animal, une espèce animale se présente toute découpée, spontanément, comme une espèce cohérente, un groupe animal, les mammifères, c'est pas quelque chose d'évident, ça demande une théorie de ce que sont les mammifères. Pour citer Karl Popper, paraît-il, dans une conférence, je vais vous le faire, ceci est un verre d'eau, même dans le langage courant, ça nécessite qu'on s'entende sur la définition de ce qu'est un verre et la définition de ce que c'est que de l'eau. Donc on ne peut pas parler de la science entre nous si on ne se met pas d'accord sur une définition. On peut en parler sous d'autres définitions. Il y a un nombre illimité, potentiellement, de manières de classer les choses, y compris les scientifiques et les activités scientifiques. Bien. Donc, je pose ma définition, au moins pour qu'on puisse en discuter. Qu'elle soit pertinente ou pas, on peut en débattre. On fera l'objet qui nous intéresse. Bon,
malgré toutes ces réserves, on peut constater des progrès de la science, je pense. Une efficacité de la science, notamment dans le domaine des développements technologiques. Je ne dis pas que tous les développements technologiques soient positifs ou négatifs sous tel ou tel point de vue. Je pense que la science fait la preuve de son efficacité à expliquer le monde, dans le fait que si on applique les résultats de la science, on peut avoir des développements technologiques à peu près conformes aux prévisions. Alors que, par exemple, la pensée magique n'a pas fait la preuve de ce qu'elle pouvait donner lieu ni même contribuer à un développement technologique. Ça, si on veut des arguments un peu empiriques pour se dire que cette démarche semble valide dans une certaine mesure. Et donc je reviens sur le fait qu'à la base de la science, il y a cette décision philosophique, en fait, qu'elle soit implicite ou assumée, explicite, d'être matérialiste, logique, et ouvert au débat, à la réfutation éventuelle, dans ses règles. Alors le fait qu'à la base de la science, on ne trouve pas de la science, ça semble être quelque chose qui affolait, qu'un philosophe comme Karl Popper avait constaté, il semblait paniquer. Il a dit, j'ai cherché à la base de la science sur quoi est appuyée la science, je trouve la science des théories scientifiques qui s'appuient sur d'autres théories scientifiques, la science s'appuie sur la science qui s'appuie sur la science, et puis au début, qu'est-ce que je trouve l'expression c'est bottomless swamp, un marais sans fond, je m'y perds, je ne trouve pas... je pense que d'un point de vue logique, il semble assez admissible que la science ne va pas se définir elle-même. Une fois qu'on fait de la science, c'est qu'on a déjà décidé de s'engager dans cette démarche. Donc j'insiste sur le fait que choisir de s'engager dans une démarche scientifique, c'est un choix philosophique en quelque sorte. C'est un choix philosophique d'être matérialiste, par exemple, et rationaliste. Je ne vais pas développer sur la logique ou la rationalité, c'est pas mon propos, je ne suis pas spécialiste. Mais on parlera en revanche de la question d'être matérialiste. Ça va poser la question de ce que c'est que la matière. Et je vais essayer de montrer que c'est pas si évident que ça. Alors c'est pas évident cette question pour le grand public. Je me considère moi-même comme grand public en dehors de ma spécialité et comme vague amateur en philosophie. C'est pas facile cette question de définir la science pour le grand public, mais c'est pas facile pour les scientifiques non plus. Il n'y a pas de raison que ce soit. D'une part, les scientifiques, au moins en France, pour ce que j'en connais, ou ce que j'ai vécu, ils n'ont pas forcément une formation philosophique dans le cursus. Je crois que ça frémit un peu, je m'en réjouis. S'il y a des cursus universitaires, je regarde Richard, des cursus universitaires scientifiques qui commencent à intégrer un enseignement, une formation à la méthodologie, au concept et à la philosophie des sciences, ça peut que faire du bien. Et puis il y a des scientifiques qui s'intéressent à la philosophie, j'en ai rencontré dans le domaine de recherche, comme je le disais tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'ils tapent juste dans la philosophie de référence qu'ils vont choisir. Ils sont comme moi, ils manquent de recul. Souvent ils vont s'emparer de la philosophie, il y a des modes, une philosophie à la mode, ou une philosophie accessible, parce que facile à lire. Je crois que l'un des succès de Popper, c'est facile à lire, Karl Popper. Puis en même temps, il y a vraiment une mode dans cette recherche. Je ne peux pas vous parler de tous les domaines de la recherche, mais dans certains domaines de la biologie, il y a vraiment eu une grande mode du popérisme. À tel point que j'ai vu en systématique, par exemple, des auteurs, c'est pas très bien, ça a commencé à bouger vraiment dans les années 73-75 en phylogénétique. Les gens qui essaient de reconstruire l'arbre de la vie, l'arbre du vivant. À un moment, un auteur a dit, voilà, ma méthode pour faire la systématique, elle est scientifique. Parce qu'elle est popérienne, et je dis, bon, voilà, elle est popérienne. Et un autre auteur lui a répondu, non, vous n'avez pas démontré que vous étiez popérien. Il a bien démonté le truc. J'ai dit, non, c'est ma méthode qui est scientifique, parce que ma méthode est popérienne. Et le débat, dès le départ, s'est engagé comme s'il fallait être popérien pour être scientifique. Alors, supposer qu'il ne faille pas vraiment être popérien pour être scientifique, supposer que la vision de la science par Popper et sa définition de la science soit quelque peu dépassée, on a là toute une quantité de scientifiques qui, faisant l'effort d'une référence philosophique, peuvent très bien s'embourber dans des impasses. Ce qui a été le cas. Je ne développe pas, je suis encore en train d'écrire là-dessus d'autres collègues, mais c'est une mauvaise philosophie, ça peut être, le remède peut être pire que le mal.
Maintenant, la bonne philosophie, ça peut aider, mais c'est pas écrit dessus. Bonne philosophie, il faut se faire sa propre, soyons zététiciens, il faut se faire sa propre idée. Ça demande un effort intellectuel, ils reculent. Et puis, enfin, la plupart des scientifiques, ben, ils n'ont pas de philosophie du tout, pas conscience. Ils sont implicitement, vu de l'extérieur, on peut dire qu'ils sont implicitement matérialistes, rationalistes. Mais ils n'en ont pas conscience, et on ne leur demande pas de compte là-dessus, et ils s'en fichent, et ils font comme le voisin, parce que ça marche. Ou alors ils regardent dans les revues si j'applique. Ça, c'est les coulisses de la science, mais je ne comprends pas caricaturer les choses. Lorsqu'il y a des querelles à l'école, ben, si vous voulez passer dans telle revue, il faut prendre telle méthode, mais attendez, cette revue est picotée, mais là, il vaut mieux passer. Ça se fait comme ça, systématique. Ça arrive. Comment dirais-je, la plupart des scientifiques, ils n'ont ni une bonne philosophie, ni une mauvaise philosophie, ils sont simplement pas de recul philosophique. Et sans recul philosophique, on court le risque d'être ballotté par les modes, quoi. Qui est souvent le cas. Vous voyez que c'est pas facile. Alors, comment le grand public peut s'y retrouver si massivement, je pense, les chercheurs n'ont pas souvent de réflexion bien élaborée sur ces questions. Alors, je disais, implicitement au moins, la science met en œuvre une philosophie matérialiste. Matérialiste, ça veut dire la science s'occupe que de la matière, facile. Que de la matière. On peut faire le tour. Montrez-moi de la matière. Oui, mais lorsqu'on considère les définitions, dans l'histoire, la définition de la matière, par la philosophie et par la science, même pour les philosophes matérialistes, on voit que ça change aussi. Le point de vue sur la matière, il change. Et le point de vue scientifique sur la matière, il change. Si on dit que la matière, c'est quelque chose qui pèse, je crois. Je ne suis pas un érudit, je ne veux surtout pas jouer aux érudits. Il me semble bien que Descartes, par exemple, tendait à définir la matière comme quelque chose qui pèse, comme du poids. Alors, je ne sais pas le poids des électrons, je ne sais pas si l'énergie, c'est quelque chose qui pèse. On peut se rassurer en disant, attendez, on peut avoir une théorie physique qui synthétise un tel matière et E égale MC2, matière et énergie, ça peut se transformer l'un dans l'autre, ok. Moi, un champ gravitationnel, je ne sais pas trop ce que c'est, et je ne suis pas sûr que les physiciens sachent ce que c'est que cet état de la matière qu'on mesure lorsqu'on mesure le champ gravitationnel est intéressant d'une théorie. Je ne suis pas physicien, je ne veux pas me livrer devant vous une belle imposture intellectuelle, je veux simplement dire que je n'ai pas l'impression qu'ils aient théorie achevée pour parler de ça. Donc c'est pas si simple de définir ce qu'est la matière. Si Ronny Bunge, lui-même formé en physique théorique, dès le départ, c'était sa façon d'assumer sa vocation d'être philosophe. On sait qu'un philosophe moderne doit savoir de quoi il parle lorsqu'il parle de la science, donc il ne peut pas se contenter d'avoir une formation littéraire. Et bien, lorsqu'on lit Bunge, on se dit qu'est-ce qu'il arrive à trouver de commun, unifiant tout ce qu'on appelle la matière, ce que les scientifiques appellent la matière. Il dit c'est ce qui change spontanément. On est bien avancé, quoi. Ça change tout seul, la matière. Si je tourne le dos, elle continue à exister, il change tout seul. Peter Pan, je peux l'imaginer, il est immatériel. Peter Pan, il ne change pas. Alors si Peter Pan change, c'est que j'ai décidé de le peindre en rouge ou de le peindre en vert en imagination. Bon, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, mais c'est dire que ce ne sont pas des questions faciles. Le point de vue sur ce qu'est la matière évolue. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la science découvre de nouvelles formes de la matière. Et il y a ce postulat de dire on va prendre en compte dans la science que la matière et expliquer les choses de manière matérialiste, tout en étant ouvert au progrès possible de la science sur ce qu'est la matière et ce que sont ces différents mots. Je ne sais pas si ça répond complètement, je vous pose moi-même, parce que le thème c'est les limites de la science, les limites de la philosophie matérialiste. La philosophie matérialiste, ça évolue. Alors sur cette question de la matière, mais aussi il y a un problème épineux pour la philosophie matérialiste, qui est la question de l'esprit. Je pense que culturellement, tous autant que nous sommes certainement, je pense, sous influence culturelle, l'idée reçue, l'idée implicite que, même ma foi, l'esprit, c'est pas tout à fait la matière. Donc soyons matérialistes. Il y a des façons de se dire matérialiste, tout en n'étant pas très clair ce que c'est que cette matière, ou cet état de matière qu'on appellerait l'esprit, ou la pensée, ou une pensée. Beaucoup de philosophies matérialistes sont en fait dualistes. Dualiste, ça veut dire qu'ils mettent d'un côté, il y a la matière,
Et puis par là, il y a l'esprit ou les pensées. Mais on est matérialiste. C'est la matière qui fait les pensées. Mon cerveau produirait des pensées. Et où est-ce qu'il les stockerait? Et sous quelle forme? Si mon cerveau est capable de produire des esprits, où on le met l'esprit? J'emprunte encore, bon, je ne vais pas citer Bunge tout le temps, mais je suis désolé, j'ai au moins une référence à prendre. Vous pouvez trouver des références bibliographiques dans le bouquin, et notamment celle-là. Je peux me faire la pub au passage. La traduction de l'ouvrage de Bunge de 1981, Matérialisme scientifique, où il développe ce genre de il ose aborder ce genre de questions, s'affronter en matérialiste à ces problèmes épineux. Cette traduction en français va sortir à l'automne prochain. Donc je dis, une conception vraiment matérialiste de ce qu'est la pensée, c'est la conception selon laquelle il n'y a pas de pensée en dehors d'un cerveau vivant et actif, mais la pensée, c'est pas une production immatérielle ou bizarre du cerveau matériel. La pensée, c'est l'activité cérébrale. Autre chose. Quand le muscle se contracte, on ne dit pas qu'il produit de la contraction, contraction musculaire. Je parle de mes contractions musculaires, je peux imaginer l'ensemble de tous les événements de contraction musculaire qui ont lieu dans ma vie, mais ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est rien qu'en esprit, je fais la compilation, l'énumération mentale de tous les événements de contraction musculaire qui ont lieu dans mon organisme. Et quand mon muscle se contracte, il se contracte. Je ne dis pas qu'il produit de la contraction. Et bien, quand le cerveau pense, une approche vraiment matérialiste conséquente devrait concevoir que le cerveau, il pense. Il ne produit pas une pensée, il pense. Mes neurones pensent. Ils sont capables de faire ça. La matière, c'est capable de penser. Mes neurones sont capables de penser. C'est-à-dire qu'une pensée, c'est une série d'états neuronaux dans le cerveau. Pour moi, c'était une découverte. Enfin, c'est aussi simple. Vous lisez dans Bunge, c'est comme ça. Si c'était compliqué, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, mais pour moi, c'est, comme le dit l'auteur, ça ne nous explique pas en détail comment ça fonctionne. Ça va être très compliqué de démonter ce fonctionnement des neurones qui fait qu'une succession d'états de neurones, d'activité neuronale dans notre cerveau, ce serait une pensée. Mais au moins, ça pose ce processus mental comme un objet d'étude pour la science. La science matérialiste, on a le droit d'étudier les pensées, parce que les pensées, c'est des changements dans les neurones, et c'est pas autre chose. Et ça a des conséquences, je verrai tout à l'heure, je parlerai bien évidemment du confusionnisme sur ce terrain, pour ceux qui prétendent que étudier la pensée, c'est pas un objet pour la science. C'est pour les philosophes ou les religieux. Mais parce que les pensées, ça part d'un autre point de vue, immatérialiste, qui estimerait qu'il existe des choses immatérielles, par exemple des pensées, de l'esprit, et qu'on ne peut pas réduire ces choses-là à l'étude. Que l'étude de la pensée n'est pas un problème pour un biologiste ou un neurophysiologiste. Donc voilà cette question de... Et ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas lu fréquemment. Dans ce même ouvrage, j'ai essayé de parler du matérialisme scientifique de Bunge. J'aborde bien sûr cette question de l'esprit. Il y a un article de Kissler, un philosophe et épistémologiste français, qui parle du problème corps-esprit. Je l'ai lu dans le train en venant, et il tourne dans les pages. Je ne veux pas charger l'individu, il n'y a pas d'interprétation là-dessus, mais je crois que c'est un reflet de l'état même de la philosophie institutionnelle actuelle. Je tourne les pages, et je vois des séries de propositions, ils discutent, et de mêlent critique, la littérature, et je vois plein de dualisme, plein de formes de dualisme, esprit-matière. Le dualisme de monsieur Intel, de monsieur Intel, la survenance, supervivience de Kim, et Kissler nous dit encore et encore, tout ça c'est idiot, tout ça c'est pas franchement matérialiste. Et je tourne des pages, et ça continue. Essayez vous-même. Et à la dernière page, sous la plume de Kissler, je trouve une proposition qui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être bien qu'on pourrait considérer que les pensées, c'est rien d'autre que l'activité des neurones. L'idée d'émergentine, c'est-à-dire que c'est des sous-systèmes du cerveau, leur fonctionnement même, qui
qui font cette activité qu'on appelle une pensée. C'est pas du tout une attaque personnelle. Je crois que c'est un constat d'état des lieux. Ça, c'est signé Kistler. Il cite pas Bunge, il cite personne. Bunge, il écrit en 80. 30 ans après, on trouve un philosophe français qui semble découvrir la chose. Alors moi, je ne vais pas rouler une mécanique, parce que moi, je n'ai pas lu Bunge 80. De toute façon, personne ne m'a dit d'aller lire non plus. Si on trouve acceptable cette vision, ce progrès dans le matérialisme, de poser la pensée comme un objet d'étude pour les neurosciences cognitives, eh bien on peut constater que ça a beaucoup de mal à faire son chemin dans la littérature, au point d'apparaître 30 ans après, typiquement, au moins un auteur, je ne les connais pas tous, je ne suis pas le seul à cette position-là, vous pouvez lire chez lui d'autres références. Voilà pour un exemple, parce qu'il y a des problèmes difficiles pour définir la science, parce qu'il y a des problèmes difficiles en philosophie pour définir ne serait-ce que la matière, le matérialisme, ou est-ce que l'esprit, les pensées sont bien, est-ce que tous ces phénomènes psychiques sont bien les objets d'étude pour la science. Et donc je crois qu'il ne faut pas s'étonner de ce que le grand public ne soit pas très clair là-dessus, et qu'il soit facile de jouer sur ces difficultés. Parce que là où c'est pas clair, bien sûr, c'est l'angle d'attaque des gens qui, soit naïvement, soit consciemment, voudraient semer la confusion. Bon. Alors, l'esprit, ah, l'esprit. On pourrait résumer ce que j'ai dit dans une formule condensée. Toute pensée est un processus cérébral. Quand la pensée commence, je me présente un peu là-dessus, parce que moi, ça m'a semblé très important. Quand je commence à penser, la pensée, elle commence. Puis après, elle est finie. Et quand elle est finie, elle est finie. Si personne d'entre nous ne pense Peter Pan n'existe pas. Il existe comme pensée Peter Pan chaque fois qu'un d'entre nous pense Peter Pan, plus ou moins de la même manière. Si on pense qu'à mon père, mais que mon père continue d'exister sans qu'on y pense. Différence entre les choses matérielles et les choses, si je prends par ce biais-là, et les choses immatérielles qui sont au-dessus de l'imagination. Notre cerveau matériel est capable d'avoir des pensées qui sont des idées de pure imagination. Notre cerveau matériel est capable de ça. Alors, sous influence culturelle, évidemment, si je dis Peter Pan, ça fait partie de ma culture. Et je pourrais inventer un personnage mythique. Aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée en soi. Et ça, c'est contre-intuitif. En mathématiques, il y a des concepts mathématiques. Donc, on fait, les mathématiciens eux-mêmes, ils n'ont pas tort de le faire. Ils font comme si ça existait en soi. Le théorème de Pythagore, ça existe, puisque les mathématiciens, on est bien d'accord que ça existe, le théorème de Pythagore. On peut dire, oh, dans notre culture, ça existe. Ça existe, le théorème de Pythagore. Si personne ne pense le théorème de Pythagore, pas de théorème de Pythagore. Il y a de théorème de Pythagore entre le moment où vous pensez le théorème de Pythagore et le moment où vous avez fini cette pensée du théorème de Pythagore. En dehors de ça, il n'y a pas d'existence matérielle du théorème de Pythagore. Vous pourrez dire, oui, mais dans les livres, le théorème de Pythagore, une fois qu'on l'écrit dans le livre, elle existe. Ça, c'est l'idée du théorème de Pythagore, elle existe dans le livre. Ben, ça ne marche pas, parce que les livres, c'est de l'encre sur du papier. Si personne ne lit le livre, il n'y a pas de théorème de Pythagore. Ça m'a fait un choc quand j'ai vu ça, mais j'ai dû l'admettre. Et puis, si vous écrivez le théorème de Pythagore, gravé en écriture cunéiforme sur une tablette d'argile, style sumérien, vous montrez la tablette. Il existe le théorème de Pythagore? Non, moi je lis, je ne peux pas comprendre. Donc, je ne vais pas avoir la pensée du théorème de Pythagore, ne va pas se former dans mon cerveau. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la langue. Donc, il n'y a toujours pas de théorème de Pythagore. Mais lorsqu'ils en parlent, les mathématiciens, ils ont raison. Ils ne vont pas à chaque fois dire, ouais, bon, on va parler du théorème de Pythagore, mais c'est une vue de l'esprit, c'est un truc pratique entre nous, mais on sait bien que ça existe. Bon, ça alourdirait considérablement le discours mathématique. Donc on joue à faire comme si. Et c'est pas parce qu'on joue à faire comme si que des concepts fort utiles par ailleurs, peut-être concevoir que le théorème de Pythagore, c'est plus utile que le Peter Pan, pour un tas de choses. Ça ne veut pas dire que ça ait, ces choses-là aient une existence matérielle, ou pas d'existence
aux yeux de la science en soi. Ce qui existe, c'est la pensée du théorème de Pythagore pendant le temps où elle a lieu dans notre cerveau. Bon, je pense que ça vous fait, et moi ça m'a fait à la fois un choc et beaucoup de bien. Ça a fait reculer vraiment formidablement tout un aspect mystérieux d'insuffisance du matérialisme qui n'abordait pas de fond ces questions-là. C'est quoi l'esprit, c'est quoi la pensée, d'un point de vue strictement matérialiste, sans rien mettre d'autre dans l'explication que purement des activités de la matière biologique. Eh bien, je ne vais pas développer plus avant là-dessus, simplement passer à évoquer quelques attaques confusionnistes ou spiritualistes, mais pas forcément religieuses contre la science. Et sinon, plus ou moins, faire écho à ce que j'ai posé là. Quel temps reste? Oui. Oui. La dernière partie. Oui. Pardon? Vous m'avez semé la dernière partie. Je vous ai quoi? Semé. Sur le chemin. Je vous ai perdu. Voilà. Alors, posez votre question. Dans un micro, si possible. Oui, il faut un micro, sinon c'est pas Ça va être possible. facile. J'ai dû relire 10 fois le truc avant de... Donc vous dites que la théorie du théorème de Pythagore n'est pas matérialiste. Non, il n'est pas matériel. N'est pas matériel. Oui. C'est quand même une loi universelle qui est valable dans tous les triangles, même sur n'importe quelle planète, Oui. n'importe quel Non. système Non, décimal. non, c'est pas valable. Vas-y, continue. Voilà. Pour pi, le nombre pi, celui qu'on a envoyé dans l'espace, celui qu'on a écrit, etc., etc., est-ce que c'est quelque chose de matériel? Voilà la question. Non. De même que la distance entre deux voitures garées sur le parking, c'est pas... C'est ce que vous mesurez vous. Si vous enlevez les deux voitures, les 10 mètres en question... vous supprimez les mathématiciens, il n'y a plus de pi. Il n'y a ni de théorème de Pythagore. Et sur notre planète, s'il n'y a pas de mathématiciens, il n'y a pas de pi. Il n'y a pas de théorème de Pythagore. Et pi est bien une chose universelle dans l'esprit des mathématiques. Est-ce que c'est plus clair? Pour moi, c'est une révélation. Mais on fait comme si pi c'est quelque chose d'universel. Parce que tous les mathématiciens et les logiciens sont d'accord pour dire que c'est un concept utile. On joue à faire comme si c'est quelque chose qui existait en soi, même dans l'univers et sur toutes les planètes. Mais quand on réfléchit en matérialiste, qu'est-ce que c'est que pi? C'est l'idée de pi dans le cerveau d'un mathématicien ou d'un élève de mathématiques. Est-ce que c'est plus clair? Merci. Juste un petit point de protocole à ce niveau-là, parce qu'effectivement, donc, ce qu'on avait prévu, c'est d'avoir plutôt le débat après et vous laisser parler pendant ce temps-là, mais on peut poser des questions. J'avais dit d'interrompre si vous ne comprenez pas. Mais on peut aussi faire la règle autrement, si vous souhaitez que... Donc je veux boucler là pour aborder et même évoquer des points possibles et qu'on passe au débat carrément. Ok, donc on garde... Voilà, je propose. Mais interrompez-moi quand vous ne comprenez pas, c'est très bien. Les attaques confusionnistes, etc. Je ne vais pas développer sur intelligent design, le dessin intelligent des fondamentalistes protestants, etc., lecteurs de la Bible. Bon, je crois que c'est... Vous avez certainement, je pense, abordé ce genre de choses. Simplement quelques en diagonale, la manière dont souvent ils abordent les problèmes, comment ils arrivent à introduire la confusion de manière plus ou moins subtile. D'abord, il y a la tentative ce qu'on appelle le concordisme. Concordisme, c'est de la part, c'est du jargon, c'est de vous expliquer, c'est de la part de courants religieux, face à la science, au développement de la science, au succès de la science, il y a l'acceptation, succès populaire, à la reconnaissance de la science comme quelque chose qui aide à comprendre, dans la tête, dans l'esprit de la plupart des gens, du grand nombre de gens. C'est l'idée pour des courants religieux de se dire, attendez, oui, la science, on l'accepte, mais la science, regardez, la science conforte nos positions religieuses. C'est ça qu'on appelle le concordisme. Alors c'est un jeu dangereux, parce que si on démontre que la science, en fait, ne soutient pas la position religieuse, ça affaiblit la position religieuse qui voulait s'appuyer sur la science et faire une béquille. Ou si on démontre qu'en fait, leur approche de la science était erronée, ça affaiblit aussi
leur position parce qu'ils auraient mal compris la science ou mal utilisé la science. Bon, un exemple, bateau, c'est des Australiens, je crois, des Américains, non, des Australiens, qui étaient allés chercher les restes de l'arche de Noé. Ils ont trouvé des restes de l'arche de Noé, du côté du Sinaï. Et ils ont dit, voilà, ça prouve que l'arche de Noé a existé, on a trouvé les pattes en haut de la montagne, donc la Bible a raison sur ce point. Donc on conforte les textes sacrés. Ce qu'il y a de concret dans le texte sacré est conforté par la science. Donc ça donne confiance dans le texte sacré, la religion s'appuie dessus. C'est un cas assez grotesque parce que l'arche de Noé en question, c'était une formation géologique. Et il y en a plein autour d'ailleurs qui ont un peu moins la forme d'une carène de bateau. Ça, c'était facilement démonté par des géologues. Preuve d'ailleurs, je pense, d'une certaine ouverture des scientifiques, même des propositions apparemment assez bizarres, souvent trouvent des scientifiques pour se pencher sur la question et essayer de voir ce qu'il en est. Mais comme les concordistes réclamaient de la géologie pour trouver une carcasse de vaisseau, il fallait y répondre par la géologie et démontrer que c'était simplement une formation géologique sédimentaire. Dans ce cas, on a affaire à la pseudo-science ou de la mauvaise science, parce que simplement, les géologues au service de la thèse de l'arche de Noé n'ont pas fait, pour le moins, n'ont pas correctement fait leur travail de scientifique. Ils ont oublié que la science s'appuie sur la science, Ils ont oublié d'aller voir toutes les hypothèses géologiques pouvant expliquer cette formation. Et les hypothèses évidentes qui sont que c'est une formation sédimentaire comme celle qu'on voit là tout autour. Donc ils ont pour le moins, naïvement ou de manière habile, sont comportés en mauvais scientifiques. D'autres attaques des fondamentalistes, je dis attaques, approches menant à la confusion, même pas besoin que ce soit des attaques délibérées anti-science, peuvent être rejetées de la science au nom du fait qu'on n'intègre pas l'immatérialisme. C'est tout ce qui fait appel à des esprits créateurs. La science rejette l'immatérialisme, donc si on fait appel à ça dans la démonstration, souvent ça vient après la tentative de concordisme, de dire, ou alors des attaques sur les limites de la science, tout à l'heure la science n'explique pas tout, souvent d'ailleurs ces attaques sur les limites de la science ou un pseudo-soutien de la science, les courants spiritualistes concordistes vont nous dire, eh bien, puisque la science ne dit pas tout, mais conforte quand même partiellement nos thèses, cela conforte notre option immatérialiste, l'esprit créateur. Ça, je veux simplement dire que ça n'est pas scientifique. Par définition, rappelez-vous, on ne rentre pas, on ne dit pas le Père Noël pour des équations, dit Peter Pan. Donc c'est un droit pour tous les citoyens d'avoir une pensée magique ou petite, mais on ne peut pas se réclamer de la science pour le faire. Donc on doit défendre une approche autre que celle de la science, et incompatible avec la science. Ce que vous fit Richard tout à l'heure à propos de l'USB. Ça ne vient pas forcément du domaine des courants religieux, ou avérés, ou traditionnels. Je pense à certains fondamentalismes, ce qu'il est convenu d'appeler des fondamentalismes écologistes ou écologisants. Par exemple, l'hypothèse Gaïa, je ne sais plus qui est l'inventeur de cette chose, c'est l'idée d'une biosphère qui serait comme un super individu sensible, parfois certains disent pensant. Et bon, les approches scientifiques en écologie montrent que même l'idée d'une biosphère très intégrée, comme un système matériel connecté avec les éléments à différentes espèces, ayant des liens forts entre elles dans les différents milieux, ne tient pas. Un seul exemple, sous la glace de l'Antarctique, il y a un lac qui est coupé par des épaisseurs de glace formidables, qui est coupé du reste de la planète depuis des milliers d'années peut-être, de sorte de grandeur. La biosphère n'est pas en connexion. Et quand il y a des gerbilles qui meurent dans le Sahara, ça a un peu d'influence sur la fructification des chênes dans la forêt de Pavon. Donc ça peut se rejeter aussi. C'est un faux... C'est encore une influence qui parfois peut se couvrir d'un vernis scientifique, soit l'idée que l'écologie scientifique montre la biosphère comme un système
Maintenant, je connais des scientifiques qui eux-mêmes propulsent ce genre de thèse qui ne tient pas la route du point de vue de la discipline. Entorse à l'esprit logique. On connaît les fondamentalistes lecteurs de la Bible, l'autre américain. Moi, expérience personnelle, je connais un ami d'enfance qui a rejoint les témoins de Jéhovah. Ce sont des lecteurs de la Bible, à la française ou à l'européenne. Et un jour, il m'envoie un ouvrage sur les thèses des témoins de Jéhovah par rapport à l'évolution. Ils rejettent la théorie de l'évolution, puis ils disent que la Bible a raison. Et un argument pour dire, ça c'est ce qu'ils distribuent, bon, pour vous donner gratuitement, je ne suis pas en train de faire des procès d'intention, c'est vraiment ce qui est leur vitrine publique, leur thèse ouverte, leur manière de se présenter. Un argument, c'est qu'il y a plein de conseils pratiques dans la Bible, conseils d'hygiène, alimentaire, et mon ami me dit, tu vois, dans la Bible, il y a des choses invérifiables. L'existence de Dieu, etc. Mais il y a des choses vérifiables. Ils appellent ça des choses vraies. Je dirais que ce sont des conseils de pratique, d'hygiène ou autres, bon, qui peuvent être mystique ou moraux. Il me dit, tu vois, il y a 300 choses vraies dans le livre. Bien, ils ont monté. Le reste est invérifiable. Et puisqu'il y a 300 choses vraies, on peut croire le reste. On lui changeait les copiers. Moi, je lui ai répondu, attends, essayez de réfléchir un peu. Si moi je voulais vendre des mensonges, j'écrirais un livre, à Bible, j'écrirais 300 choses vraies, et après je mettrais des choses invérifiables, complètement inventées. Et donc, cet emballage de 300 choses vraies serait un moyen habile d'essayer de faire passer une chose complètement inventée. Là où je veux en venir, c'est sa réponse. Je vais dire, Pierre, à ton argument sur la manipulation et les choses vraies, c'est très fort. Vraiment, c'est très fort. N'empêche qu'il y a 300 choses vraies. J'ai arrêté de discuter. Il n'y avait pas face à moi quelqu'un qui jouait le jeu de la rationalité et de la discussion logique. Et là, j'ai arrêté. Parce que je pouvais continuer. Mais je pense que j'avais suffisamment de recul pour savoir que ça pouvait mener à rien. Il a pris contact avec moi récemment. J'ai repris à ce point-là. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Tu acceptes mon argument des choses vraies, donc tu acceptes, tu recules. Et on voit où on est, on prend les autres. Mais son intention n'est pas de... Son mode de fonctionnement est dogmatique. Ça n'a rien à voir avec la science. Ni même l'approche, plus largement que la science, une approche qui voudrait rationnelle et matérialiste sur la base du bon sens. Et pas forcément des théories scientifiques élaborées. Donc ça, c'est l'entorse à la logique. Il n'y a pas de débat possible. En tout cas, c'est hors du jeu de la science. Ça peut s'identifier. La vie d'autorité, bon, c'est sur un plan, le prix Nobel d'astrophysique, quelque chose comme ça. Les prix Nobel, donc il dit, je fais de l'astrophysique, je découvre le bouddhisme. Enrico Manassé, Anne d'Enrico Manassé, essaye de nous dire, en étudiant, en mesurant les crânes humains, j'ai découvert la religion catholique, chrétienne. Sur le trône, il a le prix Nobel quand même. Mais ça dans la balance. L'UIP, l'université auto-proclamée interdisciplinaire de Paris, joue bien sur cette notion d'avis d'autorité, c'est inviter des prix Nobel, parfois d'ailleurs à la tribune pour parler en contradiction avec leur thèse. Mais le fait de mettre des prix Nobel à la tribune, ça présente bien, ça veut dire qu'ils sont fréquentables et qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Ça, c'est l'avis d'autorité. Alors je ne dis pas que dans la science, dans la pratique, les scientifiques sont dans la société. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avis d'autorité. Mais la méthode même de la science consiste à chercher à résister à l'avis d'autorité. Quand je suis en désaccord avec mon patron de labo, c'est bien embêtant parce que je suis en thèse. Mais la méthode, la démarche scientifique me dit qu'il faut que j'essaie d'expliquer à mon patron de labo en quoi il se trompe. C'est pas facile. Mais c'est le principe. Vous voyez, j'essaie de revenir à cette définition des principes. Même si je n'ai pas le courage de le faire, mais je serais un mauvais scientifique du point de vue des principes. Alors que je serais un parfait dogmatiste, parce que j'accepterais l'avis d'autorité du patron d'abord, surtout sans y réfléchir. Ça me rappelle
juste se bien comme ça, un collègue qui a raconté une fable. Il y a des thésards dans la salle? Oui? Il peut fermer les doigts. Et voilà, c'est l'histoire, c'est un petit lapin dans une clairière, il tape comme un frénétique sur son portable, son ordinateur. Puis un renard qui vient passer, il dit, toi, le lapin, c'est mal placé, je vais lui manger, quoi. Il dit, attention, non, je suis en fin de thèse, je suis en phase de rédaction finale, je n'ai pas le temps. Il dit, c'est quoi? Ici, il y a une thèse comme quoi les lapins sont en haut de la chaîne des prédateurs et tout, comment? J'ai pas le temps, on va voir mon directeur de thèse. Et le renard, il rentre dans une espèce de caverne à côté, puis on entend un bruit de rafut. Puis un loup qui passe, une hyène, le même jeu. Puis, dans le petit film, il y a la caméra qui suit la hyène par la droite. Là, on voit, il y a un lion. Il y a une hyène qui vient par le directeur de thèse. Et le lion, il bouffe la hyène. La moralité de l'histoire, c'est que le plus important dans une thèse, c'est pas les qualités intellectuelles du thésard, ni la pertinence du sujet de thèse. Le plus important, c'est le directeur de thèse. Bon, il y a de la sociologie dans la science. C'est un peu cruel, peut-être, mais bon. Lui-même était déjà en poste lorsqu'il racontait l'histoire. Donc, courageux, mais pas démérant. Je vous parle des fondamentalismes, mais bon, on peut parler de courants religieux qui influencent plus directement notre société. J'évoquerai simplement des positions officielles du Vatican, l'Église catholique. Donc ça, c'est visitable sur le site du Vatican, donc c'est pas non plus des propos interprétés ou de couloir, c'est la manière dont le Vatican pose ses positions actuellement. L'Église a largement renoncé au concordisme. Je parlais tout à l'heure. Au premier bouquin, je crois, sur les intrusions, j'évoque un livre que par hasard j'ai lu très jeune, qui s'appelait L'évolution régressive. C'était fait par deux ingénieurs des mines, je crois. C'était publié en France. Pendant la guerre, le trottin de fer 25, je ne sais pas s'il y a un lien, mais bon, peu importe. Et qui disait, ils avaient une vue de l'évolution contraire au darwinisme classique. Ils disaient l'évolution régresse. Ils disaient avoir des arguments paléontologiques pour dire que il y a eu une création de l'ensemble des espèces vivantes de manière parfaite, et qu'il y a bien eu une évolution, mais cette évolution est une dégénérescence. Et ils avancent une hypothèse, ce serait peut-être bien le péché originel qui aurait induit la dégénérescence de toute la nature par effet de contamination. Je n'invente rien, c'est dans l'ouvrage. Et ces auteurs, je ne pas sur les arguments, ces auteurs visiblement cherchaient à défendre les thèses d'une lecture littérale de la Bible, avec une idée de création, de déluge, et puis de dégénérescence. L'Église non seulement n'utilise plus ce genre d'argument, ne cherche plus son concordisme, essaye de dire, mais évidemment, ça ne tient pas la route du point de vue des arguments paléontologiques, mais l'Église ne cherche plus, officiellement, ne cherche plus ce genre d'argument, de concordisme. Et même, je connais un auteur très influent auprès du Vatican qui s'appelle Jacques Arnoux, qui est un moine dominicain qui a rue Saint-Jacques à Paris, près de la Sorbonne, assez médiatisé d'ailleurs, dans beaucoup d'ouvrages, et qui a des écrits vraiment surprenants sur la théorie d'évolution. En gros, Jacques Arnoux nous explique que le darwinisme, eh bien, c'est vrai, qu'il faut accepter que les croyants, il s'adresse à sa communauté, que les croyants, les catholiques, doivent accepter toute la théorie d'évolution. Il a lui-même fait une thèse chez Pierre-Henri Goulon dans l'histoire des sciences sur le darwinisme. C'est un grand spécialiste du darwinisme. Vous lisez un de ses ouvrages sur la partie consacrée au darwinisme et à l'évolution, et au néo-darwinisme. C'est quasiment un cours pour les étudiants. Il dit qu'il faut tout accepter. Teilhard de Chardin, la téléologie, l'idée que oui, l'évolution a eu lieu, mais c'est pour aller vers un but final prédéterminé, le point oméga, l'homme comme aboutissement de l'évolution. Teilhard de Chardin, exemple de concordisme. Jacques Arnoux dit il faut jeter Teilhard de Chardin. Totalement. Anne d'Ambricourt-Manassé qui dit
qu'on voit une tendance de l'évolution du crâne? Jacques Arnoux, je cite, dit il ne faut pas qu'Adam Manassé s'étonne qu'on l'accuse de spiritualisme si elle dit qu'il y a des tendances innées à un terme, à l'évolution, qui dit l'évolution humaine. Et donc Jacques Arnoux semble accepter la science, toute la théorie de l'évolution. Là-dessus, il reste un spiritualiste, mais son spiritualisme, il le pose, il dit voilà, l'idée de création de l'homme, eh bien, c'est chaque individu est créé en temps réel, à l'instant T, nous sommes tous créés, et donc l'évolution biologique a lieu totalement comme le disent les scientifiques. L'histoire de l'univers, du cosmos, c'est dit, oh, je ne connais pas trop, mais en gros, ça me semble acceptable aussi. Donc tout ça, ça fonctionne en dehors d'une intervention divine, et il y a juste la création de la foi. C'est carrément, on a sous nos yeux une évolution du dogme. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions, c'est assez étonnant et captivant de voir comment, sous nos yeux, dans quel contexte social évolue le dogme officiel de l'Église. Alors, où est le problème? L'Église catholique accepte la science, elle est amie de la science, elle lui cède tout le terrain? Non. Lorsqu'on lit Jacques Arnoux, on voit qu'il ne parle pas de toute la science. Les neurosciences du comportement, les neurosciences de l'esprit. Faire que la pensée et l'esprit soient un objet d'étude pour la biologie. Jacques Arnoux n'en parle pas. Mais le pape Jean-Paul II en parle sur le médecine du Vatican. Et est-ce que je vous trouve ça? Je cite: les théories d'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, c'est pas mal vu ça. C'est ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Il y a de la philosophie derrière la science. Matérialisme, rationalisme, non dogmatisme. Les théories d'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergent des forces de la matière. Je me tue à répéter. Comme émergent des forces de la matière vivante, ou comme simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Incompatible avec la vérité de l'homme. Ça ne peut pas être vrai. Un catholique ne peut pas considérer comme vrai ce que je vous ai expliqué de l'esprit comme fonctionnement du cerveau. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. En plus, c'est indigne. Alors ça, moi je lis simplement votre réflexion, mais moi je vois vraiment comme un rapport à la science qui est une pression, quasi une intrusion, parce que c'est au moins une pression culturelle pour les gens qui, bien sûr, qui sont libres ou non d'écouter la vie du Vatican sans ces questions. Mais c'est une pression culturelle, moi je l'interprète comme ça, pour dissuader les scientifiques de s'engager dans certaines voies de recherche. Et j'imagine que c'est parce que, je termine, ça tombe bien, que c'est parce que ça dérange quelque part l'imposition spiritualiste. Peut-être qu'il ne resterait pas grand-chose face à force de reculer, ce que j'appelle le recul, j'aimerais mieux dire, le repli élastique du dogme face à l'avancée de la science. Si le dogme recule trop loin, il ne reste plus rien à dire sur le monde réel et sur la nature de l'homme, si ce n'est quelque chose qui apparaît comme purement théologique, qui est peut-être inconfortable dans certains contextes sociaux. Enfin, ça, c'est libre à vous d'interpréter les choses. Donc, voilà. Je termine en disant un rappel général. Quelles que soient les difficultés d'appréhension scientifique et philosophique de ce qu'est la matière, par définition, la science est rationaliste et matérialiste. Elle ne prétend pas à une vérité absolue, mais elle s'efforce au contraire, au non-dogmatisme, d'être ouvert au progrès selon ses règles. Et par définition, les approches immatérialistes sont non scientifiques et sont forcément dogmatiques, parce que, et donc d'autant plus non scientifiques, parce que l'immatériel, ce qu'on peut concevoir comme immatériel, ce qui sera concret, c'est ma pensée, je pense immatériel, quelle que soit l'idée que je peux faire, ça c'est ma pensée concrète, matérielle dans mon cerveau, c'est le fonctionnement de mon cerveau à ce moment, mais l'immatériel tel qu'on le conçoit et tel que défini par ses partisans, c'est par définition, il est posé comme invérifiable et invérifiable, indéfendable, en dehors de l'arbitraire même du dogme. Vous acceptez le dogme, et
de l'existence de l'immatériel, ou vous l'acceptez pas. Donc ça ne peut pas s'intégrer dans l'approche scientifique. On ne peut pas faire la philosophie de John Stone fusionnant science, donc rationalisme, antidogmatisme, et immatérialisme dogmatique. Parce qu'il suffit d'analyser ce que je viens de dire et voir quel était son antagonisme. La logique dit que ça ne peut pas être quelle que soit la manière dont les individus sont capables de vivre avec des contradictions. Ça regarde chacun, et c'est la liberté de chacun. Je termine en évoquant quelques mots-clés qui peut-être donneront des idées du débat, mais je ne veux pas forcément évoquer. Dans les philosophies qui peuvent entraver ou freiner le développement de la science, il y a notamment le holisme, l'idée que les systèmes matériels existants ont des propriétés propres au niveau du système et irréductibles au sous-ensemble du système. Ça va peut-être un peu vite, donc si ça évoque quelque chose pour certains, je ferai en discuter plus avant. Moi-même, dans mon parcours, j'ai été sous l'influence de professeurs holistes qui me disaient: tu étudies le comportement animal, va pas voir ce qui se passe dans le cerveau. C'est la boîte noire, mais c'est pas la peine. Certaines approches dites d'intelligence artificielle sur le fonctionnement du cerveau, si j'ai bien lu, disent on peut très bien étudier le cerveau avec des modèles informatiques de l'entrée-sortie, de la boîte noire, input-output. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre scientifiquement les choses si on ne peut pas voir comment fonctionne réellement un cerveau réel? Parce que c'est là que se trouve les causes. Donc c'est une manière de poser un programme, ou d'ouvrir ou de freiner un programme scientifique, sans faire appel forcément à l'ésotérisme et à l'immatérialisme. Ça, c'est parfaitement matérialiste. Et c'est un blocage philosophique à un certain développement de la science. Ce que j'appellerais un réductionnisme bien tempéré. On peut développer. Karl Popper, une grande vedette des scientifiques, moi dans mon domaine, pendant 30 ans, à la fin de sa vie, Popper s'est révélé, s'est déclaré immatérialiste. Pour lui, il existe 3 mondes. Le monde matériel, le monde des pensées. Alors déjà, c'est plus tout à fait une chose. C'est un autre monde. Et puis le monde des idées en soi. Elles sont dans les livres. Je ne reviens pas sur mon explication tout à l'heure, pour moi. L'idée n'est pas dans le livre. Elle est dans la tête du lecteur s'il la comprend. Et elle n'existe pas matériellement autre part, en dehors de ça. Bon, signé Popper quand même. Il n'y a pas d'autre univers que l'univers. Une question qui m'a... Ah oui, on vous parle d'univers parallèle. Fermez le livre. Par définition, l'univers, c'est toute la matière. Je dois faire appel à autre chose que l'univers, alors qu'on a posé l'univers comme étant la matière, c'est qu'il y a la matière, c'est tout. Mais attends, il y a le deuxième, troisième élément. Fermez le livre. Ça vous donne mal au crâne, mais c'est normal, parce que ça peut venir nulle part. Bon, je le pose brutalement, mais une révélation quand même dans une discussion avec un ex-président de l'Union nationaliste. C'est le jour où je lui demande: mais qu'est-ce qui fait bande? C'est le commencement de l'univers, Big Bang? Qu'est-ce qui fait bande? Il n'y a pas de matière, l'univers c'est la matière. Il n'y a rien, ça fait bande, il y a de la matière. Il me dit: mais j'ai jamais dit ça. Il me dit: attendez, dans le public, là, tout le monde comprend ça. C'est le commencement de l'univers. Le commencement de l'univers, les premières secondes. Mais vous savez, le temps est à... Le temps, c'est pas ce qu'on... Ah, le temps, ça se... Mais vous n'avez pas expliqué ça. Alors pour vous, la matière, ah oui, la physique, ça parle de la matière, c'est le changement d'état de la matière. Qu'est-ce qui fait bon? L'univers fait bon. La matière fait bon. La question du début de la matière, c'est pas un problème pour la science. La science étudie la transformation de la matière. Ça aussi, c'était une révélation. C'est peut-être un peu vite, mais pour moi, ça va soulager aussi d'un grand mystère. En science, le futur n'entre jamais dans les équations décrivant les phénomènes naturels. La théologie n'a pas sa place. Aucun scientifique qui essaie de mettre son explication du monde en équation ne met ce qui passe après comme cause. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un a un exemple? Pardon? Dans les équations, sur les processus causaux qui se passent, on ne met jamais ce qui se passe après comme cause de ce qu'il y a avant. Si demain je vais à la pêche à la ligne,
Le fait que demain, peut-être pas, je peux avoir un accident, le fait que demain j'irai à la pêche à la ligne, c'est quand je peux pêcher à la ligne demain. Ça, c'est pas la cause de mon comportement maintenant. Ce qui est trompeur, c'est si j'ai l'intention d'aller à la pêche à la ligne demain, je vais préparer mes affaires. Mais la cause, c'est pas le fait que je vais à la pêche à la ligne demain. C'est que actuellement, je suis en train de penser que je vais aller. Donc la cause, elle est avant. Toutes les causes sont avant. Il n'y a pas de téléologie en science. Donc oui, téléologie, c'est pas la science. Pour les pseudosciences, on va Richard Moisin, et enfin pour les philosophies obscures, j'espère ne pas vous avoir trop déçus pour mes tentatives, mais si vous ne comprenez pas le philosophe, fermez le livre. Les philosophes ont l'art de développer des petites industries académiques. Ils emploient, je pique encore le mot un peu mieux, des industries académiques, parce qu'on peut développer des choses, c'est une imposture, machiavélique ou naïve. On peut employer un jargon incompréhensible, et puis le fait public, au moins pour un certain temps. Et entre collègues, on peut s'échanger des textes incompréhensibles, polémiques. Ça peut durer. On peut faire carrière comme ça. Les postmodernes relativistes sont un grand exemple. Et malheureusement, la France, avec les États-Unis, et la France est une espèce de foyer encore où ce genre d'ésotérisme philosophique prospère. Je vous remercie et je vous invite à m'assaillir de questions. Je voulais vous poser une question, c'est est-ce que vous considérez que la théorie des cordes, qui n'a pas de... on n'a pas de preuve empirique de cette théorie, n'est pas une théorie scientifique, en fait, où elle ne traite pas directement de la matière, mais d'une sorte de principe métaphysique d'une matière, quoi. C'est-à-dire, la matière, c'est une corde qui vibre, mais seulement, on n'a pas accès à cette corde. Donc, ce n'est qu'un principe métaphysique, bien que mathématiquement très élaboré. Et de même, la théorie des brane, qui dit justement, qui parle d'un univers qu'on appelle le fond, comme dans la mythologie grecque, d'où des feuilles à plusieurs dimensions se rencontreraient et formeraient l'univers. Et donc, on n'a aucune preuve de l'existence de ces branes, aucune preuve empirique, et on pense jamais aucune preuve de cela, mais on l'avance comme théorie scientifique car elle est extrêmement compliquée en mathématiques, enfin extrêmement élaborée mathématiquement. Est-ce que ces théories ont le droit d'exister en science ou est-ce qu'elles appartiennent à une sorte, à un autre domaine, quoi? Merci. Oui. Alors, je vais essayer de ne pas faire le poster. J'ai lu un bouquin sur les corps des compagnies. Une brève histoire du temps, comme ça. J'ai rien compris, j'ai fermé le bouquin. Non, j'ai tout lu 2 fois. J'en ai parlé à un collègue physicien. Il dit, pas des trucs pareils, ça me fait mal à la tête. C'est lui spécialiste. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Avis d'autorité? Bien. Je vais vous avouer une chose. La plupart des scientifiques, tous les scientifiques, ils ne sont pas spécialistes en dehors de leur domaine. On a tendance à faire confiance. C'est pas idiot de faire confiance. On ne peut plus être encyclopédiste. On a tendance à faire confiance. Mais on est quand même méfiant. On n'avalera pas tout. Bon. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous donner de réponse définitive à ça. C'est suggérer des pistes, comment moi j'essaierai de prendre la chose. Si on pose quelque chose qui existerait mais qui sera inaccessible, au moins on est dans l'immatérialisme, voilà, donc j'ai pratiquement répondu. Maintenant, imaginons un processus pensable comme la télépathie. De mon cerveau à notre cerveau, on va communiquer. Est-ce que c'est acceptable par la science? Si ça fait appel à la magie, à une communication de notre cerveau, si je le pose comme ça, si je dis qu'il n'y a aucun transfert d'énergie, donc je ne peux pas matériellement, par rapport à la science, s'appuie sur la science, par la science, par rapport à tout ce qui est connu, la physique, la biologie, je ne pose pas un processus imaginable, ça je jetterai. Maintenant, si je pose une hypothèse comme quoi il pourrait y avoir un transfert d'énergie qui influencerait, pourquoi pas, et quand même je vous dirai notre condition, c'est quand même qu'on fasse des expériences qui montrent que la transmission de pensée, ça marche, et elles sont faites, et on sait que ça ne marche pas. Donc j'ai une raison empirique de ne pas m'intéresser à la question. Mais l'idée qu'un jour il y aurait peut-être des expériences de télépathie qui marchent, c'est pas exclu, on n'a pas de raison d'exclure
ça. Si un jour on voit le phénomène, mais on avancerait des théories scientifiques, elles seraient scientifiques si ça met en jeu quelque chose d'intelligible en science. On ne quitterait pas nos relations, il y a un transfert d'énergie. J'imagine pas, bien sûr. Mais je peux dire qu'aux limites, c'est plus. Je reviens à la méthode et aux règles de jeu. Alors les cordes, voilà. Les mathématiques. Avec la faible compréhension que je peux en avoir, mais quand même. C'est pas parce qu'une combinaison mathématique est cohérente en elle-même et qu'il pourrait être bien pratique pour expliquer les choses qu'on va l'accepter en physique. Parce qu'en physique, dans les formules mathématiques, chaque symbole, vous me reprenez les collègues physiciens, chaque symbole il correspond à quelque chose qui est dans une théorie matérialiste de la physique. Et si je me mets à mettre des cordes à la place des symboles, et puis je caricature, j'y connais rien, mais puis je dis, mais ça m'arrange bien à l'imaginer que ça existe, mais ce serait indémontrable. Par définition, je sors de la science. Je veux bien me laisser à ta question, par définition. Mais je ne conçois pas autre chose du verre d'eau à la science dont on puisse parler sans poser des définitions. Est-ce que ma définition de la science vous semble utile pour mon débat? Ça, mes questions. Est-ce que ma façon de classer les approches ou démarches est utile pour en parler et elle vous semble aider à progresser? Je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux bien aller plus loin. Je ne sais pas si j'ai le droit d'ajouter un petit complément à Bien ça. sûr. Bon, je suis un peu au courant du débat, je l'ai un peu suivi là-dessus. On va pas rentrer là-dedans, il y a une différence entre ce qu'on appelle la science en train de se faire, une théorie en train de s'élaborer et une théorie qui a été validée. Un des grands problèmes des gens qui échafaudent cette chose-là, c'est d'être capable de mettre ensemble un certain nombre de modèles de représentation, capable de prédire quelque chose. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui leur semblent esthétiques pour l'instant, il y a des sociétés comme ça semble bien, ça me semble être vrai, mais il faut arriver à donner une prédiction. Et alors évidemment, après la question, c'est si on prédit quelque chose et qu'il se produise, que ça suffit ou pas. Mais pour l'instant, c'est même pas une théorie complète, c'est une candidate théorie, donc c'est une œuvre de l'esprit. Elle n'a pas encore fait une prédiction, donc elle n'est pas encore réfutable. On n'a pas pu. Désolé d'aller. Non, on va faire du poker. Donc elle n'est pas encore une théorie scientifique digne de foi. Dans la démarche expérimentale, bien évidemment, le critère de réfutabilité de Popper est tout à fait intéressant. On ne peut pas en faire la ligne de démarcation de la science. J'ai aimé que tu parles de l'évolution de la science et des phases de maturité des théories scientifiques. Ça, je les appelle, mais c'est important. Il y a des approches qui sont admissibles, parce qu'il y a une part d'intuition dans l'exploration. Et après, ça mûrit, et puis il arrive un moment où ça devient insupportable de ne pas passer quelque chose de plus concret. J'ai une question un peu plus simple que ce qui a été posé tout à l'heure, qui rebondit un peu pas de ce que vous venez de dire. Je voudrais savoir si la définition que vous me donnez de la science, parce qu'au début de notre exposé, vous avez dit qu'il y avait plein de manières de définir la science. Je voudrais savoir si la définition que vous nous avez donnée, c'est votre définition, et puis on va parler à quelqu'un d'autre, on va faire d'autres conférences totalement différentes, ou si il y a quand même un consensus scientifique autour de notre définition. Je ne sais pas. Scientifique, je ne sais pas. Beaucoup de scientifiques ne me donneront pas leur point de vue, ils n'ont pas réfléchi à la question. Je me le répète. Alors, philosophique, j'imagine que non. Et largement, oui, c'est mon point de vue. C'est ma façon de poser les choses, influencée par des lectures. Je ne pourrais pas vous donner des choses précises. Désolé, mais là, lisez vous-même. Mais lisez pas tout. Si vous ne comprenez pas, fermez. Je ne suis pas sûr de partager 100%, mais ensuite, après. J'aimerais revenir un peu à la question précédente, en fait avec un autre exemple, les atomes qui sont bien plus grands que les cordes, mais qui à une certaine époque étaient juste une idée, sans preuve matérielle, et aujourd'hui on les accepte en tant que bien matériels. Donc est-ce qu'on ne sort pas là un problème de dire oui, non mais là c'est plus de la science parce qu'on ne peut plus les voir, mais qui sait, peut-être en 100 ans on les verra aussi bien que les atomes aujourd'hui. Je comprends, je crois comprendre. Les atomes étaient une très vieille hypothèse, ça remonte à l'Antiquité, mais c'était une hypothèse matérialiste.
Donc de ce point de vue-là, c'est un peu comme je disais, transfert d'énergie entre les cerveaux, pourquoi pas, c'est une hypothèse matérialiste. Donc en ce sens, je crois que les hypothèses matérialistes, oui. Maintenant, ce qu'il y a derrière les cordes, oui, si on les pose comme des choses matérielles, pourquoi pas d'un point de vue très général. Maintenant, si c'est si peu élaboré que vient de dire mon collègue, bien plus brillantement sur la question, peut-être attendre un peu de voir venir. Mais oui, la question que ce soit pas visible, perceptible, oui, ça n'exclut pas de la science. Maintenant, si c'est pas perceptible par des instruments de mesure, là je crois que ça pose un autre problème. Si on pose des choses qui par principe ne seraient pas perceptibles, jamais perceptibles par des instruments de mesure, je ne sais pas ce qu'il y en a des corps, on s'aventurerait dans l'arbitraire. Enfin, un peu comme je veux. Par principe, c'est pas observable. Et ceci, oui, voilà. Ceci dit, la science évolue et on ne peut pas prédire où elle en sera, comment on va avancer vite ou pas vite dans l'infiniment petit. Même une question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est est-ce qu'il y a une limite à fractionner les particules? Ça, je crois que personne ne peut répondre à ça. Si je peux juste, en amenant le micro suivant, abuser de mon grain de sel aussi, je dirais qu'un atome, c'est une idée exactement comme le théorème de Pythagore aussi. Oui, il y a l'idée générale de l'atome, et puis il y a les bouts de matière concrète. Mais non. Un bout de matière, c'est pas le théorème de Pythagore. Quand je tourne de dos, je crois que l'atome est encore. Vous avez parlé beaucoup de la logique et de l'entorse de la logique. C'est oui. Quoi la logique? Joker. La logique, ben, c'est quelque chose qu'on ne m'a même pas enseigné en fac, alors que je faisais des études scientifiques. Et je crois que ça manquait, mais il y a la logique ancienne. Je serai très bref là-dessus. Aristote, et puis il y a, que je n'ai pas lu, et puis il y a la logique moderne, la théorie des ensembles, des choses comme ça. C'est aux mathématiciens. Les mathématiciens sont les champions de la logique et de l'articulation logique. Je crois que c'est aux mathématiciens qu'il faut demander. C'est quoi leur activité? C'est ça la logique. Mais bon, c'est bien, je ne peux pas aller plus loin. Mais la logique, oui, ça pose des règles qui font que j'ai pas le droit de dire voilà, je suis scientifique immatérialiste. Et après, non, je suis matérialiste, et après, je vais rentrer d'immatérialisme dedans. Ce sera une réponse, c'est bête comme chou, mais je ne peux pas refuser d'accepter l'argument des 30 choses vraies dans la Bible, et puis en même temps dire que je n'accepte pas, je ne joue pas le jeu. Voilà, c'est les règles du jeu de l'argumentation, mais je vais guère plus loin. Vous savez ce que c'est que la logique? Mais quand vous savez repérer des œuvres logiques. Bon, ceci dit, je crois que les philosophes savent, les mathématiciens savent qu'est la logique, bien mieux que moi, même si peut-être ça évolue également. Je crois que ça évolue au cours de l'histoire de l'humanité. Et certains philosophes cherchent à mettre leurs propositions sous forme de formules mathématiques, de la logique mathématique, pour bien montrer comment ils articulent leurs arguments. Si ceci et cela, alors conséquence cela. Oui, les règles de la déduction, par exemple, ou de l'induction aussi. Je serai bref là-dessus. Désolé. Inviter un conférencier sur la logique, ce sera mieux. J'aurais deux petites remarques et une question. Premièrement, votre ami qui a 300 choses vraies dans la Bible, on a pu en trouver 3000 qui sont archi révoltantes, fausses, etc. Oui, j'ai joué son jeu, bien sûr. Voilà. Je n'ai même pas attaqué sur ce terrain. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous avec le fait que les mathématiciens ne font pas de la science, puisque c'est les travaux de temps, c'est pas vérifiable. Toute la mathématique, degré n, etc., dans l'espace, cinquième dimension, etc. La notion d'infini. Il y a plein de choses. Les nombres imaginaires. Ma question rejoint, vous avez la question du monsieur qui est là, c'est que le truc principal qu'on nous oppose, c'est voilà, j'étudie les fantômes, les extraterrestres, la télépathie, etc. Parce que la science ayant ses limites, de toute façon, un de ces jours arrivera à expliquer ces phénomènes qui aujourd'hui existent, etc.
qu'est-ce qu'on peut répondre d'après vous à ça? Premier point sur les mathématiques, la logique. Ça me donne l'occasion de poser quelque chose, c'est que la logique, elle est posée comme première en science. Même si elle change de point de vue sur la logique, au moins implicitement, les scientifiques jouent une règle du jeu. Dans l'idéal, ils se sont mis d'accord sur ce que c'est que les règles de la logique. Et ils sont d'accord pour les mettre en œuvre. C'est pour ça qu'ils peuvent discuter entre eux. Alors je ne définis pas la logique, je dis que les scientifiques, idéalement, la définissent, même si ils la posent comme règle du jeu a priori. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec des applications possibles pour expliquer la nature du monde. La logique n'explique pas la nature du monde. Et une des confusions courantes, c'est de confondre la logique avec la nature du monde. C'est développé dans ce bouquin, dans l'article sur... c'est Kistler qui parle de ça à propos de certains dualisme corps-esprit. C'est quelqu'un disait, un peu comme les corps, je ne sais pas si c'est comme les corps, mais ça m'évoquait ça, ils disent, voilà ce que on a le corps qui fonctionne comme ça, et puis l'esprit, ça fonctionne un peu en parallèle, et donc il y a un lien logique. Non, entre un neurone et un autre, il n'y a pas de lien logique, il y a des liens matériels. La logique n'est pas partie de la réalité. C'est des règles de notre fonctionnement intellectuel. Et les scientifiques les posent a priori. Ils ne découvrent pas la logique dans la nature. L'arithmétique n'est pas dans la nature. Elle est dans des cerveaux de mathématiciens. J'ai zappé la deuxième question. Oui, sur l'huile de Dahu, etc. La science, un jour, pourra les comprendre parce qu'on me montre un Dahu, et puis je réfléchirai si la science est bien armée ou pas pour décrire l'animal. Non, c'est pas l'animal, c'est vrai. Ah, il est immatériel. J'ai un peu de... dans votre dernière phrase, vous avez intégré qui existe. Alors, qui existe matériellement, et c'est perceptible par des appareils ou des sens, ou qui existe comme Peter Pan existe, comme ma pensée Peter Pan. Le Dahu existe, chaque fois que je pense au Dahu. Mais les Dahu, il ne bouge pas, il ne change que si je change mon idée. Je ne sais pas si ça répond. J'ai du mal à aller plus loin. C'est la limite entre les croyances et... Oui. Encore qu'on pourrait parler, que les scientifiques qui croient à leur théorie, ils ont l'idée de confiance ou de croyance, c'est l'idée de non-enracinement dans la démarche scientifique, ou plus largement, je peux y intégrer rationalisme matérialiste dans du bon sens. Je dirais pas le bon sens populaire, parce qu'il y a plein de boutons du bon sens populaire qui vont complètement réfutés. Mais bon, c'est là. Au-delà des théories scientifiques élaborées, toute démarche rationaliste matérialiste. Un autre débat serait est-ce que rationalisme implique forcément matérialisme? Je ne suis pas loin de penser, mais c'est peut-être avec les gens du non-rationalisme qu'il faudrait discuter ça. Je dis juste que j'avais deux interventions et oui. ça en troisième. Oui. Moi j'aurais deux points en fait. La première chose, c'est pour savoir ce que ça veut dire qu'un phénomène émergent. Quel statut vous lui donnez? Oui. Je réponds? Je pose le deuxième point. Allez-y. L'émergence. Alors, il y a des problèmes de définition dans la littérature. En lisant Kistler, j'ai vu sans grande explication, deux notions d'émergence. Il me semble, je ne suis pas un spécialiste, il me semble qu'il y a une notion d'émergence qui était le holisme. Il y a des propriétés. Donc, imaginez une vision du monde en système. Les systèmes, l'univers, c'est un grand système de toute la matière. Dedans, il y a des sous-systèmes plus ou moins cohérents, un système solaire. Le monde organique, c'est un système, un organe, c'est un système. Donc, les systèmes sont composés d'éléments de ce système. Et il y a des propriétés du système, ensemble, qui ne sont pas des propriétés des éléments séparés. Alors, un neurone, tout seul, il ne peut pas penser. On n'est pas avancé très loin dans l'étude cognitive du cerveau et de la pensée. Ben, un neurone, il n'y a aucune théorie qu'un neurone tout seul, il pense. C'est-à-dire qu'une pensée, c'est une propriété qui ne peut être qu'une propriété d'un réseau de neurones assez compliqué. Et donc, il y aurait un émergentine qui serait holiste, qui dirait pour étudier la pensée, je vais étudier le cerveau complet, mais ça ne sert à rien d'étudier les neurones parce que la propriété émergente du système, elle sort d'où? On ne comprend pas trop d'où elle sort, on accepte qu'elle est la propriété du système, point. Elle n'est pas réductible. Regardez, le neurone ne pense pas. Maintenant, pour moi, l'émergentisme plus rationnel et matérialiste tel que je le conçois,
c'est que cette propriété émergente du cerveau, du réseau neurone qui pense, n'est rien d'autre que l'interaction entre les neurones. C'est les neurones interagissant qui font qu'il y a une pensée. Et donc, un neurone tout seul ne peut pas penser, mais je peux étudier les propriétés du neurone, et je peux étudier les propriétés des interactions entre les neurones, et quand j'aurai compris les propriétés de ces interactions entre les sous-systèmes, ce sera ça, la propriété émergente du système. Je ne sais pas si c'est clair. Vous pouvez observer une interaction de neurones, à la limite, on peut imaginer ça, sans voir de jaune, par exemple. Ouais, je prends vraiment un problème. Non, je ne sais pas. Oui, je prends un problème. Je prends un exemple qui est tellement loin de là où on est la science dans l'explication que c'est un mauvais exemple. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut bien imaginer qu'il y ait des interactions. Prenons j'étudie les insectes sociaux. Un individu, dans un groupe de blattes, il peut y avoir une hiérarchie de dominance entre des insectes. C'est pas grave. Un individu ne peut pas faire une hiérarchie de dominance. Il en faut au moins deux. La hiérarchie de dominance dans un groupe social, c'est une propriété du groupe social. Ce n'est pas une propriété d'un individu isolé. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie de dominance? Eh bien, si j'étudie les individus, les propriétés des individus, comment ça fonctionne, comment ils perçoivent l'environnement et comment ils peuvent s'influencer l'un l'autre, j'étudie les propriétés des individus, la psychophysiologie des individus et leurs interactions, eh bien, la hiérarchie de dominance, propriété du groupe, n'est rien d'autre qu'une propriété des interactions entre les sous-systèmes. C'est peut-être plus clair sur un exemple comme ça. Et on peut réduire de proche en proche, jusqu'à, bien sûr, la réduction, si je réduis à la physique des particules, je n'expliquerai pas la hiérarchie de dominance, mais si je réduis au bon niveau, au niveau des sous-systèmes qui effectivement sont en interaction, il est fort utile et recommandable d'étudier les propriétés de ces sous-systèmes et de leurs interactions pour comprendre ce que c'est que cette propriété émergente. Ce n'est pas une propriété qui magiquement est une propriété du groupe social, de ce super-système, elle ne tombe pas du ciel, elle est tout simplement l'interaction entre les sous-systèmes. Ah mais je fais ce que je peux. Je ne prétends pas beaucoup loin. Oui. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, mais ça veut dire que vous pensez qu'il est possible d'observer le jaune dans un cerveau qui n'est pas le nôtre. Pardon? Je ne vois pas le rapport avec l'émergence. Justement, si vous dites que c'est justement le lien entre les neurones qui fait ça, l'observation d'un cerveau par quelqu'un d'autre devrait, à une certaine distance, laisser apparaître le jaune, je ne sais pas. Oui, on peut en discuter. Non, peut-être c'est J'insiste sur un point. J'ai une adresse électronique. Je réponds aux emails. Il ne faut pas hésiter ni à poser des questions maintenant ni après. Je réponds si je peux. Juste la deuxième question, c'est sur la définition. Je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire de se mettre d'accord sur les termes. Popper disait qu'il s'en fichait éperdument des définitions. Non, je ne vous définis pas. Je crois qu'on ne peut même pas discuter. Mais c'est pas facile la définition, parce que ça va faire appel à d'autres mots, qui font appel à d'autres mots, et on ne sera pas toujours 100% certain qu'on est d'accord sur tous les termes. Les postmodernes s'emparent de cette idée pour dire oui, tout est clair. On ne sera jamais d'accord, c'est ça le problème. Enfin, il me semble qu'on arrive à faire de la science sans définir avant, parce que sinon on n'avance pas. Alors, je rejoindrai. Non. Pour discuter, en dehors de la science, une discussion rationnelle nécessite qu'on soit un peu d'accord sur les mots. Bon, ce serait peut-être un peu long, je vais zapper ça, mais j'ai eu des expériences de dialogue de sourds avec des collègues. Et je m'en suis voulu moi-même parce que j'avais pas eu le réflexe, mais des heures de discussion. J'avais pas eu le réflexe de m'assurer qu'on parlait des mêmes choses, qu'on avait le même contenu dans les mêmes mots. Et le jour où j'ai attaqué à la vache, attends, on s'arrête là. On parle de quoi là? Qu'est-ce que tu entends? Là, il a arrêté de discuter avec moi. Après, il m'a avoué qu'il aimait polémiquer, il aimait ça. Il aimait ce sport. Donc, il faisait exprès de jouer sur les mots pour que la discussion n'ait jamais de fin. Il m'a avoué que c'était son but. Plaisir comme un autre. Bon, voilà. Je crois que c'est une des règles des règles du débat rationnel. Je ne sais pas si c'est la logique, mais c'est des règles de la discussion rationnelle, quoi. Des règles du jeu. Je voudrais revenir
à la question de falsifiabilité de Popper, parce que ça traîne partout, mais en fait, moi je le ressens comme une imposture, surtout après avoir lu la critique de Raymond Boudon, qui, sur la base des travaux de Simmel, montre qu'il y a dans la falsifiabilité de Popper un gap logique, il y a une faute logique qui fait que, bon, c'est pas parce que quelque chose est falsifiable, par exemple, il y a plein d'objets qui intéressent les esthéticiens qui sont falsifiables, que ce soit la psychanalyse elle-même, et plein d'autres objets. Mais ils seront la transmission de pensée, ainsi de suite. Donc le fait que quelque chose soit falsifiable, ça ne veut rien dire. C'est un critère bidon, et surtout, Popper est un adversaire de la connaissance scientifique. Parce qu'il ne cherche qu'à démontrer que c'est faux. Pour être valide scientifiquement, de son point de vue, il faut qu'on puisse démontrer que ça ne tient pas debout. C'est à rejeter, c'est une imposture. Je vais essayer de me poser dans mes termes. J'ai encore beaucoup appris Bunge sur Popper, mais il n'est pas le seul à avoir critiqué Popper. Beaucoup de philosophes contemporains, beaucoup de philosophes d'épistémologie, de philosophes des sciences contemporaines se demandent comment ça se fait que tant de scientifiques soient fascinés par la philosophie de Popper, dont il faut savoir que les traductions dans les années 50 remontaient à des textes des années 30. C'est de la vieille philosophie des sciences. C'est pas une raison pour dire que ce soit faux. Maintenant, Popper cherchait, j'ai vu ça en lisant Rippel, dans le débat entre systématiciens, vous voyez comme ça peut, Olivier Rippel qui discutait contre les soi-disant poppériens de la systématique. Entre nous soit dit, le fils de Rippel venait de faire une thèse chez Bunge. Mais il ne faut pas le dire. Rippel dit voilà, une chose qui m'a éclairé, Popper cherchait les limites de la science. Tout ça, ça s'ancre dans le positivisme, certaine naïveté des scientifiques qui, pour pas tomber dans l'ésotérisme et la pensée magique, disaient on va faire confiance à ce qu'on touche. Les saint Thomas de la science que je perçois par les sens, ou à la limite par des appareils. Récemment, j'ai vu des scientifiques, systématiciens, un au moins, qui proposaient qu'on base la classification des animaux et des plantes uniquement sur ce qui est perceptible par les sens. Le goût est touché. Alors, séquençage d'ADN, allez vous faire voir, je ne vois pas les molécules. C'est dire le poids, et Rippel le dit bien, je crois que c'est vrai, le poids culturel sur la communauté scientifique du positivisme, c'est-à-dire cette naïveté de croire qu'on peut décrire le monde, il y a des choses évidentes. Ça, c'est faux, mais c'est métal. Et puis ça, c'est bien évidemment. Et puis ça, c'est les meubles. Fait dans son égo, il n'y a qu'à regarder, on les voit. Non, toute description de la réalité est chargée de théorie. Donc, ces gens, la pensée de Popper, non seulement s'inscrit dans ce positivisme, je dirais positivisme naïf, c'est parce qu'il y a une tautologie, mais les positivistes d'après Rippel, c'était un peu partage du boulot. Il y a des gens qui regardaient comment ça fonctionne la science, et puis il y a des gens qui cherchaient c'est quoi les limites de la science. Et Popper était de cela. Son rôle, c'était de dire où est la science séparée de la non-science. Il cherchait un critère. J'ai évoqué tout à l'heure qu'il a trouvé un marais sans fond, la science ne s'appuyait pas sur la science. Bien sûr, ça ne peut pas. Quand on décide de faire la science, il faut prendre cette décision même sur une autre base. Il ne peut pas, la science, elle ne peut pas commencer. Et il a cru trouver le critère de démarcation dans la réfutabilité. L'exemple que je prends avec mes étudiants, c'est, voilà, je pose une proposition parfaitement matérialiste et réfutable. Elle devrait en plus être téméraire. Pour être novatrice, plus c'est téméraire, mieux ça vaut. C'est Popper. Je caricature Popper, mais je ne caricature pas ceux qui se disent poppériens. Je ne peux plus parler de Popper, il est mort, on ne peut plus se défendre, mais les gens qui se disent poppériens développent, c'est ça qu'ils ont envie de Popper. Il y a des contradictions dans Popper, et il y a une évolution dans Popper. Donc c'est le poppérianisme, plus que l'ensemble de l'œuvre de Karl Popper. Je prends l'exemple suivant. La Terre, c'est une pyramide violette avec des gros points jaunes. C'est matérialiste. C'est téméraire. C'est réfutable. Je prends un vol sur Concorde, trop tard, je tourne la Terre, je prends des photos.
J'ai réfuté ma proposition téméraire et matérialiste. La science vient de faire un grand pas en avant. Le problème, c'est que Popper s'intéressait à comment on réfute, mais il ne s'intéressait pas à la théorie elle-même. Parce que cette théorie, eh ben, elle s'appuie sur une autre théorie, qui s'appuie sur une autre théorie, une autre théorie. Et qu'est-ce que je trouve au bout? Le marais sans fond. Tout ça, c'est de la métaphysique. Alors ne pensez pas à métaphysique dans votre définition de la métaphysique. Important, la définition des termes. C'est la métaphysique selon la définition de Karl Popper. Une théorie scientifique, c'est métaphysique, dans la définition de Karl Popper, et parce que c'est pas scientifique, d'après le critère de réfutabilité de Karl Popper, ça repose sur rien, donc il méprise la théorie, et il valide la réfutation. Bon, qu'est-ce que vous allez réfuter si vous n'avez pas une théorie au départ? Il faut bien lui faire face à ce marais sans fond. Il y a toute l'histoire de la science qui fait que la science, la théorie s'appuie sur la théorie. Et si on prétend parler de la science sans dire d'où viennent les théories, d'où viennent ces hypothèses, ces tentatives d'explication matérialiste et rationaliste du monde, on passe sur ce qui fait le cœur même de la science. Et le test, la prédiction et la réfutation possible, dans des domaines quand c'est possible, c'est un garde-fou utile. Quand on peut tester, il faut le faire. Et c'est pour ça la science. La science, c'est ce que Popper appelle la métaphysique. La science, c'est de décider, de tenter une explication matérialiste, rationaliste du monde. Qui donnera ou non des prédictions testables? Et je me suis intéressé notamment, je ne vais pas développer, mais aux approches historiques en science. Est-ce que faire l'histoire, c'est de la science? Est-ce que quand on nous parle du Big Bang, c'est de la science? Je ne peux pas en faire l'expérience. Est-ce que quand je vous dis l'extinction des dinosaures, est-ce que quand je vous dis que les derniers dinosaures vivants, c'est les oiseaux, est-ce que c'est de la science? Je ne peux pas remonter le film. Pour moi, c'est de la science. C'est, pour le moment, la meilleure tentative d'explication matérialiste et rationaliste de la diversité du vivant. Qui se base sur une théorie scientifique, qui est la théorie de l'évolution, qui a toute une histoire dans l'évolution de la biologie. Et Popper passe à côté de ça. Je vous accorderai qu'à un moment donné, il passe à côté de l'essentiel, mais le critère de réfutabilité, il n'est pas acheté, il est à garder, mais on ne peut pas en faire le critère. La science ne peut pas commencer par une réfutation, elle doit commencer par une tentative d'explication. Et oui, la métaphysique de Popper. Je ne sais pas si j'ai répondu. On connaît la copie. Oui? Du micro, c'est... Juste le suivant. Bon, ouais. Je me décale d'accord dans les questions. Vous ne voyez aucune agressivité dans ma question. Ma question est gentille. Elle n'est pas nécessairement bienveillante. Vous avez parlé de l'holisme. Je voudrais savoir, puisque vous dites l'holisme, il ne faut pas en parler, il ne faut pas prendre, c'est pas scientifique, etc. Ça veut dire que son contraire l'est. Alors, est-ce que vous dites, c'est ce que je voulais vous entendre dire, donc finalement, vous pensez que le contraire de l'holisme, c'est le réductionnisme. Oui. Je peux m'expliquer là-dessus? Bien sûr. On parlait d'immaturité, de maturation d'un domaine scientifique. Moi, je crois que lorsque les scientifiques constatent un phénomène, on peut checker. Moi, l'éthologiste, je peux commencer par faire, j'aborde une nouvelle espèce animale, donc des choses bizarres. Ma première démarche, elle sera ce qu'on appelle, qu'on appelle phénoménaliste. Tiens, je vois de l'activité locomotrice chez des animaux, je ne vais pas faire des choses. Je décris ça. Une approche quasiment purement descriptive. On appelle ça l'éthologie descriptive. Et des règles, des méthodes pour décrire les choses, pour organiser ses observations. Moi, je crois que là, je suis holiste. Lui, je ne peux pas bien faire autrement. Donc, je ne jette pas ça dans un certain niveau d'approche. Je découvre un phénomène, ce que je vais appeler un phénomène. Je l'apporte de manière holiste. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte noire. Les professeurs, ils avaient raison de dire qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans la boîte noire. Les neurosciences du comportement n'étaient pas là où elles sont aujourd'hui, et c'était pas bien. Donc, je ne jette pas ce holisme-là en tant que... Nous sommes holistes lorsque nous décrivons globalement un processus, un phénomène émergent dans un système. Nous sommes holistes. Je critique l'idée philosophique qui m'interdirait de chercher à réduire pour mieux comprendre. Est-ce que c'est plus précis? Je critique l'idée selon laquelle il faudrait se contenter
de décrire le phénomène, et que là serait fini le travail du scientifique. Maintenant, je suis contre le réductionnisme naïf qui dirait que la physique des particules, on a lu ça quelque part, que la physique des particules expliquerait le comportement animal. Moi, je n'ai pas lu ça, mais quand je faisais mes études à Lille, j'ai des collègues qui voulaient faire de la biochimie, parce qu'ils me disaient que la biochimie, on explique tout. Mais non, avec la biochimie, on n'explique pas le comportement animal. On ne sait même pas ce qui se passe dans un groupe social. Parce que l'appréhension du phénomène, on ne l'a même pas, et la biochimie ne vous le donnera jamais. Et cette traduction-là, elle est naïve parce qu'elle est trop loin. Maintenant, je ne vais pas répéter l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si j'ai une première approche holiste, je vois une hiérarchie de dominance, je la décris, il n'y a pas de honte à ça. Mais je ne vais pas m'interdire d'aller descendre dans les sous-systèmes. Donc là, je commence à réduire. Aller étudier ce que c'est quoi un individu, un petit cafard, comment ça se développe, comment ça fonctionne. Et essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces sous-systèmes pour mieux comprendre ce qui va émerger de leur interaction au système social. Et après, je peux descendre dans les organes des cafards, etc. Et je peux descendre prudemment, pas à pas, au niveau inférieur d'organisation des systèmes. Donc, holisme, oui, dans une première approche descriptive, mais s'interdire la réduction, non. Ce qui ne veut pas dire que je sois un réductionniste naïf. L'holisme, vous partez du global du local pour aller au global. Hein, mais on n'a pas la même définition du holisme. Je crois. Voilà. Un autre exemple. Nous étions au dialogue de mademoiselle. Nous étions au dialogue de sourds parce que nous n'avions pas la même définition du holisme. Maintenant, je viens de dire réduire. Je suis d'accord sur réduire, mais progressivement sans sauter les niveaux, donc sans prôner un réductionnisme de la vie. Nous n'étions pas d'accord sur la définition. Nous ne pouvions pas nous comprendre. Exercice pratique. Merci. Moi, je voulais juste dire que quand vous dites que la biochimie n'est pas compatible avec un autre niveau une approche biochimique ne permettra pas d'accrocher à des questions de comportement. Eh bien, il y a un exemple qui a été publié il y a quelques mois sur les chiens de prairie du Canada. Bon, il y a deux groupes de chiens de prairie dont les uns sont très sociaux, il y a des parades sentimentales, je ne sais plus quoi, puis d'autres qui sont très isolés et plus sauvages. Bon, or, on a trouvé dans le génome sur un des gènes, c'est pas par cœur son nom, mais on a trouvé qu'il y avait une structure différente. Mais je voulais simplement dire, non pas que la biochimie était capable d'expliquer ce niveau, disons, supérieur d'organisation, mais, mais simplement dire que peut-être pour étudier un phénomène, et pour se garder de tout holisme, il faut prendre en compte différents niveaux de modèle. Différents niveaux, c'est-à-dire le niveau moléculaire, le niveau de la cellule du tissu, et puis, je ne sais pas, au-dessus, de l'individu entier. C'est-à-dire, il ne faut pas limiter la question à un seul plan d'organisation, à un seul niveau. Alors, mettez un pluriel, les bons niveaux de réduction. Mais on peut trouver des reflets sur le niveau d'en dessous, si on peut dire, comme dans le cas de ces chiens de prairie, leur comportement. L'idée là, c'est la réduction à tous les niveaux pertinents et sans sauter des étapes. Oui, je vais de mon intervention. Moi, juste sur la définition de la science, parce qu'il y a des petits points effectivement où je ne suis pas, et je pense que c'est assez important la définition de la science, c'est le genre de choses qui éventuellement rend la chose fragile ou solide, justement vis-à-vis du sujet de ce soir. Et donc, avant d'arriver à la définition, dans les exemples, vous citiez que justement on ne pouvait pas étudier la pensée avant de s'être assuré qu'elle avait vraiment un support matériel, qu'elle était une notion du comportement des neurones, etc. Et il y a un côté à rebours, parce que pour moi, on peut, justement, ce serait difficile d'attendre qu'on ait complètement compris la nature de quelque chose avant de commencer à l'observer. Même on a pu, par exemple, caractériser le mouvement des vagues et cette information qui se transfère avant d'avoir compris exactement le substrat matériel, même pour la température, même pour la lumière, etc. Donc tout ce que je voulais en dire, c'est que pour moi, justement, le premier point sur lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est mon point de vue et il y a des discussions facilement, vous dites que le but de la science, c'est d'expliquer le monde. Et pour moi, ça c'est la philosophie, c'est pas la science. Quand je disais, je pense que c'est un peu une boutade, que l'atome, c'est une idée.
Oui, parce que l'atome, c'est un concept, c'est une conception. Donc, pour moi, je descends encore. Il n'y a pas. S'il s'agit de donner le sens de l'atome ou l'essence d'un atome, c'est pas la science de répondre à ces questions, c'est la philo. Donc, pour moi, si je veux descendre plus bas, je dirais que la science, le premier point, effectivement, c'est de trouver un certain nombre de choses qui sont observables, qu'on arrive à reconnaître d'une fois à l'autre. Ça revient à la définition, trouver les bonnes définitions de quelque chose qui a l'air d'avoir une persistance. D'en déduire quelque chose de près de mesurable, de quantifiable, de préférence forme numérique, comme ça on pourra en faire des mesures. À partir de ça, ça me donne, je peux concevoir un modèle de comment on pourrait organiser quelque chose et qui est lié à ces observables. Après, je vais essayer de trouver des lois, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque j'ai des nombres, je vais essayer de trouver des formules qui reproduisent la façon dont ça évolue dans la nature. À partir de là, j'ai un modèle, j'ai des lois, je peux commencer à faire des expériences pour valider. Ça dit pas, si je vérifie ça ne me dit pas que j'ai trouvé le sens de ce que c'est un atome. Et c'est très important, parce que peut-être que je me serais trompé sur mon modèle. Tout ce qui est important, c'est que par contre, les valeurs que j'aurais trouvées, qui sont en plus valables dans un registre de définition qui a ses limites, j'aurais éventuellement trouvé et prédit que quand on respecte à peu près tel domaine de variation et qu'on reconnaît tel paramètre, alors il y a tel lien qui se produit entre les paramètres. Et peut-être que après, bon, on est des humains, les humains ont besoin de sens, on a besoin de plaquer de la compréhension par-dessus, et donc il y a une forme de philosophie qui vient s'intégrer à ça très vite pour qu'on arrive à comprendre, parce qu'on n'est pas des machines. Mais telle explication, elle peut être fausse, ou des fois elle peut être un peu tirée par les cheveux. Enfin, ça fait penser par exemple au savoir éventuellement d'hommes médecine africains qui construisent une métaphysique sur l'effet de la substance active, et c'est pas parce que la métaphysique s'avère fausse que la substance n'est pas active. Donc pour moi, je descends en disant, en étant plus modeste, la science, elle ne donne pas des explications, elle donne des prédictions sur le comportement au moment des événements. Et évidemment, c'est très près après l'explication. Voilà, donc on a le droit, il existe des sciences sociales, à partir du moment où il y a des observables, donc des comportements des gens. Avec le behaviorisme, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un support neuronal pour le comportement. On se dit, ben voilà, il se produit quelque chose, il y a telle réaction, à partir du moment où j'arrive à reconnaître deux fois la même chose, j'ai un observable, je peux trouver des liens, je peux déjà faire de la science. Et j'espère qu'un jour, effectivement, on fera le lien entre telle et telle chose, de même que la température, on a fait le lien avec la mécanique quantique très tardivement, de même, voilà. Il y a plein de choses là-dedans. Je ne vais pas répondre à tout. Behaviorisme, je suis éthologiste. On peut reprocher au behaviorisme, je parle dans les sciences du comportement humain, je connais un peu moins ce que peuvent en dire les sociologues, les psychosociologues. Le behaviorisme, il est tombé en désuétude en éthologie, parce qu'il était un peu bloqué sur son holisme. C'était la boîte noire, c'était entrer input-output. Et maintenant, on descend dans le cerveau, on fait et dans les organes, on fait de la physiologie du comportement, et on fait des neurosciences du comportement, ce dont le behaviorisme prétendait se passer. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en dialogue avec monsieur, mais c'était bien emballant, le behaviorisme. On a fait des travaux pratiques quand j'étais étudiant dans les années 70, c'était, on mettait les rats dans le labyrinthe, puis on regardait qui avait compris le labyrinthe, et on se fichait éperdument de ce qui pouvait passer dans le cerveau d'un rat qui comprenait le labyrinthe. Aujourd'hui, on met le rat dans le labyrinthe, on fait de l'imagerie médicale, et on va voir, on rentre dans la boîte noire, ce dont le behaviorisme nous dissuadait. Donc c'est un point, c'est en pointillé. Les mathématiques, formules mathématiques. Oui, on peut faire tout ce que vous dites, mais souvent, toutes les approches de la science ne vont pas jusqu'à formaliser mathématiquement les choses. Ça rejoint la logique et la façon d'articuler les arguments. D'être clair, c'est ce qu'on dit. Vous voulez avoir des prédictions précises. Elles seront plus précises avec les mathématiques. Mais toutes les sciences du vivant, par exemple, ne sont pas, parce que certains appellent un niveau de maturité suffisant, d'avoir des théories suffisamment générales, mais prédictives ou précises, pour être mathématisées. Mais je ne jette pas pour autant des approches scientifiques qui ne seraient pas mathématisées. Il y a des modèles biologiques qui ne sont pas mathématisés, c'est des modèles verbaux. C'est des mots, c'est des phrases. Et ce sont des étapes du progrès de la science. Maintenant, là où je vais quand même essayer de prendre juste le premier point, quand vous me disiez, la science ne veut pas, je crois qu'on est en désaccord là-dessus, que le but de la science, c'est pas d'expliquer le monde, c'est de la philosophie. Eh
bien, le but de la science, c'est d'expliquer les règles de fonctionnement, les lois, la recherche de lois, et ça crée a priori, je ne vais pas insister là-dessus, mais les scientifiques, ils ont un priori, c'est qu'il y a des lois. Il y a des lois à découvrir. À Paris, il y a des lois à découvrir. On cherche les lois, on cherche des règles, des régularités du fonctionnement du vivant, des particules, etc. Mais, comme vous dites, le but de la science, c'est pas d'expliquer le monde, c'est, bon, faire position, etc. C'est la philosophie dont le but est d'expliquer le monde. Je crois avoir été assez clair sur le fait que la philosophie, c'est plus large que la science, c'est une position philosophique d'avoir une démarche scientifique. Maintenant, je vous permettrai la suggestion suivante. La philosophie matérialiste, rationaliste, pourrait être conçue comme la science des sciences. J'ai plus de questions, stop. Comment ça pourrait réfuter la théorie de l'évolution? Pardon? Comment ça pourrait réfuter la théorie de l'évolution? La création spontanée. Pardon? La création spontanée. Non, mais comment est-ce que concrètement vous pouvez réfuter une expérience? Montrez-moi une création spontanée. Montrez-moi qu'un être vivant, je vais le poser autrement. L'évolution pour moi, c'est la loi générale suivante. Tout être vivant descend d'un être vivant. Montrez-moi un être vivant qui n'est pas issu d'un être vivant, vous aurez réfuté la théorie de l'évolution. Je sais pas si... Plutôt pas la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne. Ah, donc je prenais sur un plan très général. Oui, mettons la théorie darwinienne, par exemple. Mais attendez, la théorie darwinienne, elle est multiforme. De quoi? La sélection naturelle. Par exemple. Si vous voulez parler de Darwin, lire quelqu'un qui parle pas mal de Darwin, lisez-vous, comment s'appelle-t-il? Je pense pas. Oui, mais oui, je pense à un philosophe français, parisien, comment c'est un spécialiste du Darwin. Je suis désolé de me m'échapper. Ça me reviendra. Il dit, dans une conférence, Jacques Monod à Roscoff, du CNRS, c'était centenaire de Darwin. Et ce philosophe nous a dit qu'il avait cherché qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement darwinien dans les écrits de Darwin. Qu'est-ce qui est propre à Darwin? Qui ne serait pas chez Wallace, qui ne serait pas chez Lamarck, qui ne serait pas dans les idées d'autres auteurs son temps. Et il a trouvé une chose, c'est la notion de toute puissance de la sélection naturelle. Il n'a pas pu trouver autre chose. La toute puissance de la sélection naturelle. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Mais Darwin a exploré assez largement, sans avoir la génétique. Donc en faisant des prédictions matérialistes sur un éventuel support qu'il ne maîtrisait pas. On pensait que quelque chose était sélectionnable et transféré de génération en génération. Mais Darwin a développé l'idée de sélection sexuelle, par exemple. Que le développement d'un queue dépend, c'est un handicap pour la survie individuelle, mais c'est un avantage dans la compétition pour les femelles, et donc ça permet d'avoir plus de descendants. Donc sa vision de la sélection naturelle était assez riche. L'idée d'exaptation, petit bouquin, lisez ça, ça parle d'exaptation. C'était assez riche. Maintenant, comment réfuter ce qu'il y a de proprement darwinien? Mais il faudrait peut-être cette idée-là, en quoi l'évolution ne serait pas mue par la toute-puissante sélection naturelle. Qu'est-ce que... Pardon? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que l'évolution neutre de la théorie naturaliste d'évolution du génome, c'est un peu quelque chose que Darwin ne prévoyait pas, parce qu'il voyait que tout serait sélectionné. Maintenant, et nous en discussions tout à l'heure, on s'aperçoit que du génome non codant, le nôtre, et échappant à la sélection, ça semble ne pas exister. Apparemment, des fragments du génome qui ne codent pas pour des protéines directement influenceraient quand même, certains appellent l'écologie des gènes, enfin voilà, une espèce de théorie un peu immature, un peu fumeuse, mais qui ouvrait une voie de recherche. Est-ce que les gènes interagissent? Après, on a parlé de détermination multigénique des caractères, qu'un caractère est déterminé par un seul gène avec un développement direct, mais par toute une interaction. Alors peut-être réfuter les théories, ce serait les enrichir par
une complexification encore plus large de la vision des processus évolutifs. S'il n'y a plus de questions pour moi, je voudrais bien poser une vraie question cette fois-ci. En tant que zététicien, non mais par rapport à mon intervention affirmative de tout à l'heure, qui est celle-ci. Donc je vous suis effectivement sur le fait qu'on dit qu'il ne peut pas y avoir d'autorité qui joue. L'avis d'autorité. Voilà. Donc effectivement. Il s'en défendre. Oui, et que le patron de thèse, à la limite, on sait qu'il probablement il a raison par rapport au désarme, enfin, au moins de pouvoir s'expliquer pourquoi il a raison. Maintenant, il y a un truc pratique, c'est qu'en tant que zététicien, donc dans les forums et ailleurs, on a à répondre à des gens qui sont bien plus nombreux que le nombre de scientifiques, qui sortent des théories inventées récemment ou pas récemment par milliers, et qui disent justement, s'appuyant là-dessus, oui, mais moi j'ai autant droit à la parole que vous, et puis si vous étiez honnête, vous devriez lire ce bouquin, puis ce bouquin avant de dire des choses, et puis voilà, au nom du fait qu'il n'y ait pas de principe d'autorité, au fond duquel chacun peut défendre sa vérité, par simple effet de nombre, voilà, si on voulait suivre ça, il faudrait effectivement lire tous les bouquins, toutes les théories inventées par des gens qui sont bien plus nombreux que nous, et s'interdire de dire oui mais écoutez, vous voyez, ça ne marche pas avec ce qui est marqué dans le livre de classe, ou des choses comme ça, vous voyez un peu le point. Donc comment on fait? J'ai fait la provocation en disant vous ne comprenez pas, fermez le livre. Mais je pourrais, attendez, vous faire traiter de sectaire, faut-il tout lire? De toute façon, c'est pas possible. On fait des choix. Maintenant, est-ce qu'on est libre de faire un choix philosophique, de s'intéresser à l'ésotérisme, ou de s'intéresser à la science, ou à la philosophie des sciences, ou aux philosophies immatérialistes, ou rationalistes? Oui, ça c'est le choix de chaque citoyen. Je crois que c'est un principe démocratique sous lequel, je crois que ça rejoint la notion de laïcité comme principe de fonctionnement des sociétés, une disposition d'organisation de la société, c'est pas un état d'âme ni une profession de foi, la laïcité, c'est une disposition qui garantit à chacun la liberté de conscience, la liberté de penser. Et donc, si on vous dit j'ai bien le droit de penser ça, oui. Et on a bien le droit d'être les plus nombreux, oui. Maintenant, il y a des domaines où être les plus nombreux, ça vous donnera raison, mais la science n'est pas une démocratie. Si on revient aux règles de fonctionnement de la science, dans le cadre de la science, votre argument est inacceptable. Maintenant, dans d'autres cadres, oui. Et vous avez le droit de choisir d'autres cadres. Je crois qu'il y a une difficulté peut-être à admettre pour ceux qui aiment l'approche scientifique, qui en sont les amis, d'admettre que c'est une décision. C'est que la science ne s'impose pas par elle-même aux esprits. La preuve, je crois qu'il y a beaucoup plus d'irrationalistes que de rationalistes sur la planète. Et que l'idée de valoriser le rationalisme, ça existe dans certaines sociétés et pas dans d'autres. Ça, c'est aussi l'histoire et l'évolution des sociétés. Et je crois qu'on peut à la fois reconnaître la liberté de conscience et de pensée et poser des règles du jeu dans un certain cadre. Vous avez les règles du jeu que vous voulez, mais on ne joue pas la même partie. On peut leur dire aussi, faites la preuve de l'efficacité de votre approche. Je prends la parole une seconde pour augurer la fin de la réunion. Il y a peut-être encore une ou deux questions. Et après ça, je vous encourage à nous suivre. On va peut-être faire une after dans le Terra Nova, le bar qui est un peu plus bas. Et donc le débat n'est pas fini. Et donc si vous voulez garder vos questions pour ce moment-là, à moins que ce soit urgent. On interrompt là. Donc, comme disait Pierre, qui est assez inusable, on ne peut pas tout lire, mais vous pouvez quand même lire les documents qu'on a mis ici de l'Observatoire zététique. Donc il y a des imprimés qui tournent autour des pseudosciences, de certaines médecines dites alternatives, quelques documents sur les protocoles qui ont été élaborés dans le cadre associatif, qui est le nôtre. Merci Pierre pour tout ça, j'espère que tu n'es pas trop abusé et qu'on va pouvoir continuer. Et donc voilà, le Terra Nova, ça se situe rue Mortillet, c'est ça, je ne me trompe pas. Rue Mortillet, c'est l'ancienne cornemuse, pour ceux qui connaissaient. On va certainement se poser là-bas pour casser la croûte et épuiser quelques hectolitres de houblon. Et donc libre à vous de vous joindre à nous pour poursuivre cette agréable balade dans les limites de la science. Comment? C'est le qu'on disait. On peut y aller en groupe aussi. Grégaire. Je veux vraiment vous remercier les organisateurs de l'invitation, de votre présence, de la discussion. C'était un plaisir.
Je suis navré de ne pas avoir pu illustrer mes propos. J'en ai honte, mais ça s'est décidé rapidement et je le regrette beaucoup. Et c'est vraiment été un plaisir pour moi malgré la cavalcade. Encore merci. Ce qui s'intéresse, en fait, il y a des publications de Lausanne